et nos derniers séminaires, lâcher prise totale. Donc lâcher prise totale, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait toujours gardé ce binôme qui choisissait le lieu, une ou 2 animations et tout le reste, on allait et c'était l'énergie du moment. De quoi on a envie de parler ou de qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, là, en prenant l'énergie du moment et l'énergie du groupe? Est-ce qu'il y a un irritant qui nous embête? On le mettait sur le tapis. Est-ce qu'on était pas mal la tête dans le guidon, on a envie de marcher, d'aller faire une rando en forêt? Et c'était vraiment le groupe qui décidait, donc moi j'organisais rien du tout et donc on lâchait prise totale et c'était les meilleurs en termes de, production, en termes de créativité, en termes d'idées, parce qu'on avait réellement lâché prise, tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Abracadabra, l'émission qui mêle vision et entrepreneuriat pour construire un monde nouveau. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Studer. Philippe Studer, bonjour. Bonjour. Un être vivant parmi les êtres vivants, mais avec un long palmarès. On y reviendra avec des micro-rêves, la transformation d'une entreprise, l'accompagnement au changement, les peuples racines, beaucoup de sujets qui vont nous animer tout au long de la matinée. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Évidemment, le partenaire de l'émission, Cédric Kessler, Coucou. dirigeant d'Izimara. Merci à toi de nous accueillir sur ton plateau. Dans la joie et avec grand plaisir. Sans transition, moi je pense qu'on peut commencer par l'intention un peu de cette émission ce matin qui est d'être en joie. Et Tu vois. quand on a échangé, tu disais que c'était vraiment le moteur, le cœur de tout ce qu'on fait et ce qu'on est amené à faire. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages déjà pour toi, c'est quoi être en joie et comment ça se manifeste? Comment on peut dire je suis en joie ou pas? Alors déjà la joie, je pense que c'est un état intérieur, quelque chose, de profond, un alignement finalement à soi et aux autres. Alors il ne faut pas confondre avec une satisfaction qui peut être matérielle ou très éphémère. La joie, c'est vraiment quelque chose de profond et d'intérieur. Donc ça peut se manifester, pas forcément, par des sauts de joie comme on dit, sauter de joie, mais ça peut être, une certaine sérénité qui se dégage et parfois quand on rencontre certaines personnes, on se dit: «Tiens, il a un certain charisme». On parle de charisme, Hmm. mais c'est souvent une voix intérieure, peut-être un alignement du mental, du cœur et du corps. Voilà, donc c'est quelque chose de très intérieur finalement. Alignement, corps, cœur, esprit. Et c'est quoi la différence avec sérénité finalement, j'ai envie de Ouais. dire? Parce que j'allais dire, c'est presque la définition de sérénité pour moi. Alors Pour le coup. là, oui, bah, je pense que la sérénité est un ingrédient de la joie parce que si on est, les Masaï, ils parlent de désordre intérieur. Si on a du désordre intérieur, il faut faire de l'ordre à l'intérieur et je peux pas, être en joie si je ne suis pas serein. Donc je pense que la sérénité, c'est un des ingrédients de la joie, OK. effectivement. C'est la première base. C'est une des bases, c'est un des piliers, tout à fait. Ça veut dire qu'il faut faire le calme en soi. Il faut revenir à soi, c'est l'attention à soi. Et c'est vrai que dans notre société, ici, en tout cas en Occident, on a beaucoup de perturbations extérieures et c'est parfois difficile de revenir à soi, de se prendre un temps pour soi. On est souvent emporté par la spirale, peut-être infernale, de notre gestion du temps et aussi par tous ces réseaux aujourd'hui qui nous assaillent, souvent et on n'est peut-être pas assez discipliné non plus pour, se faire des blancs de temps pour soi, revenir à soi et si on n'est pas, serein, on peut pas être en joie. C'est pas possible. Hmm. Donc premier ingrédient, la sérénité. Et une fois qu'on est serein, comment on distille ou comment on peut dans nos projets, dans nos entreprises, dans notre quotidien, qui des fois est compliqué d'ailleurs sur certains projets, comment on peut mettre de la joie et peut-être aussi, donc comment toi tu le fais, et puisque tu as entrepris plusieurs projets et tu continues, donc comment toi tu le fais et peut-être comment, où c'est que tu puises ton inspiration là-dedans? Alors effectivement, l'inspiration, je la puise, principalement chez les peuples racines ou les peuples premiers. Nous, on préfère parler de peuples racines parce que ça symbolise bien la connexion qu'ils ont su conserver avec la terre, avec la nature et si vous voulez, par exemple, chez les Masaï, la joie, c'est inné, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie d'une règle de vie. Chez un Masaï, ne pas être en joie, c'est une impolitesse, c'est un manque de savoir-vivre, donc ça va très loin.
Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de l'éducation et du peuple. Et chez nous, malheureusement, parfois, dès qu'on a un petit irritant, ou peut-être aujourd'hui, on a peut-être une journée un peu pluvieuse, eh ben, la joie, elle va tomber. Et on fait parfois une émotion qui vient, ça peut être même la tristesse. Mmh. Les Maasai, ils disent non, au contraire, quand il y a un irritant, c'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui va t'amener à un état supérieur. Donc un irritant ou quelque chose de fâcheux, c'est un cadeau de la vie. Et ils le prennent réellement comme ça. Moi, j'ai beaucoup vécu avec eux et c'est une réalité. Ils le vivent comme ça. Et donc, ça veut dire qu'ils restent en joie au moment présent. De toute façon, la joie, c'est le moment présent. Mmh. On dit bien être en joie. Mmh. Moi, j'ai une petite question parce que ça fait des années, je pense que j'entends un peu cette idée-là, la joie et malgré l'irritant, et je pense que tu vas incarner là parfaitement ce message encore plus aujourd'hui dans cette émission. Et moi, je me sens un peu bloqué dans mon irritant qui me rend triste ou qui me rend fâché, ou que ça soit chez moi à la maison avec les enfants, que ça soit au boulot. Et je ne sais pas comment faire pour ne pas être bloqué dans ce truc où Mm. l'irritant vient me tirer vers le bas. Comment faire pour en sortir, quoi? Moi, je pense qu'il faut déjà effectivement l'accueillir, cet irritant, voir quelle émotion il provoque chez moi. Et après, je pense que c'est le regard qu'on porte sur le monde. Et eux, c'est vrai que les peuples racines, ils ont un regard qui est toujours centré sur le positif. Donc, ils vont transformer ça, ils vont l'accueillir. Ça, c'est important de se prendre ce temps d'accueil. Il ne faut pas le rejeter. Donc, on va l'accueillir et puis on va le transformer en émotion positive. C'est ça l'idée, quoi. Ok. C'est pas forcément facile, hein, je dis pas ça. En revanche, tous les éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise, il faut lâcher prise, justement. Bon, on en parlera après, je Mmh. sais, mais voilà. Donc le problème, c'est que dans nos sociétés ici, on est souvent très influencé par des éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise. Donc là, ça nuit à la joie. Mais je perds un être cher. Oui. Je suis dévasté. D'autant plus quand c'était absolument pas prévu, etc. Moi, j'ai connu la perte d'un être cher qui s'est lui-même donné la mort. Mm. C'était ni prévu nulle part. À quel endroit? Comment? Alors que je me prends une trompe d'eau, Oui. ou pire. Mm. Comment, c'est quoi le processus? Donc tu parles d'accueil, donc c'est de dire j'identifie que bon, je suis dévasté, je suis triste, etc. Et comment là-dedans, parce que là c'est pas un irritant, pour moi c'est une montagne que je me prends dans la face. Comment je trouve le positif là-dedans? Mm. Est-ce que Alors ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire une émission très longue. Là, on a le temps, hein? Oui, oui. On a le temps. Là, on aborde un peu le rapport à la mort. Et c'est vrai que les peuples racines, justement, ont un rapport à la mort complètement différent de chez nous. Eux, la mort, c'est plutôt quelque part un passage. Mhm. Donc, par exemple, un chaman, la mort, c'est pas la fin. Au contraire, c'est un passage, c'est un nouveau voyage. Donc il y a une perception de la mort chez les peuples racines complètement différent. À Madagascar, par rapport, on fête aussi le retournement des morts. C'est une fête très importante pour eux. Donc je pense que c'est surtout là le rapport à la mort. Après, c'est clair que quand c'est brutal, on n'a pas toute cette phase de préparation. Donc là, ça peut apporter effectivement beaucoup de tristesse en termes d'émotion. Et je dirais, c'est normal. Il faut aussi l'accepter, quoi. Mhm. Mais le sujet est très complexe, hein. Mhm. Je ne suis pas forcément non plus un spécialiste. Non, mais Ça bah, pourrait être vrai en entreprise aussi. je le lis. J'ai connu par exemple la liquidation judiciaire d'une organisation que j'avais montée, qui est une mort d'un projet, Mm. là pour le coup, et que j'ai vécu comme avec une phase de deuil, hein, qui a duré un Bien sûr, certain temps. bien sûr. Du coup, on peut peut-être le rapprocher à cet endroit-là aussi. Qui sur, fait renaître un autre projet. Donc ça C'est veut vrai. dire. Bah oui, voilà, c'est ça. Abracadabra. Et d'autres chemins, mais bien sûr, et bien T'inquiète. sûr. Et d'autres chemins s'ouvrent. Donc c'est l'expérience, c'est l'expérience de la vie. Donc ça reste toujours positif. Donc le regard, effectivement, doit rester positif pour après amener un autre chemin qui va apporter aussi de la joie. Mhm. Et ça fait partie de l'expérience de vie, de toute façon, des échecs. Mhm.
Mmh. Donc un passage, visualiser C'est ça, plus comme une c'est ça, transformation, tout à fait. accueillir, Un chemin, l'État et un chemin. un OK. chemin. Après, c'est vrai qu'il y a 2, pour moi, enfin je pense, il y a 2 freins à la joie dans nos organisations. On parlait d'entreprise. Je pense que le premier frein, c'est la peur. Je me souviens, on devait déménager, c'était en 2018. On avait un projet de déménagement qui était plutôt positif et joyeux parce qu'on allait normalement intégrer un espace de vie plus grand, plus lumineux. Et on a remarqué qu'un des équipiers avait peur de ça. Donc on a réussi à ce qu'il l'exprime. Donc ça c'est important, se prendre ce temps-là d'écoute et de connexion à l'autre. Il l'a exprimé. Et par la suite, c'est devenu l'homme le plus heureux dans notre nouvel espace, parce qu'il a eu le temps de l'exprimer, on a eu le temps de l'accompagner sur ce changement. Mais la peur, si on n'avait pas pris le temps de l'accompagner et de l'écouter, lui n'aurait pas pu être joyeux, parce que c'était quelque chose qui lui faisait peur. Et si j'ai peur, je ne peux pas être en joie. Mmh. C'est pas possible. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier frein. Le deuxième frein à la joie dans les organisations, dans la vie tout court, ce sont les croyances limitantes. On en a tous par rapport à notre histoire, notre éducation. Et dans l'entreprise, je me souviens, en 2013, on avait décidé, c'était vraiment un projet collectif, de monter un espace zen. C'était dit, c'est important de prendre des temps de respiration, comme un sportif qui va prendre des temps de récupération. Dans l'entreprise, souvent, on est aussi très pris dans le tourbillon. On va installer un espace zen pour se prendre le temps de respirer, de prendre du recul. Et quand on l'a installé, c'est l'équipe qui l'a installé. Quand je sortais à l'extérieur et que j'ai rencontré d'autres dirigeants d'entreprise, la croyance, c'était de dire, mais ils vont passer leur journée en espace zen. Et quand je revenais dans l'entreprise, la croyance, c'était, je ne m'autorise pas à aller en espace zen sur mon lieu de travail. Mmh. Donc Mmh. 2 croyances complètement opposées. Donc c'était assez fou et assez intéressant. Après, juste pour la petite histoire, il a fallu la faire vivre et au bout d'1 an, c'était quelque chose qui était ancré. Mais au début, culturellement, on est au travail pour travailler. Vous connaissez l'étymologie, du mot travail, c'est un instrument de torture. Torture, ouais. Voilà. Mmh. Donc soit je pense et j'ai la croyance qu'effectivement le travail, c'est un instrument de torture, ou j'ai la croyance de dire que le travail, ça peut être un lieu d'épanouissement et de joie. C'est Mmh. possible? C'est possible. Et comment alors du coup, donc c'était ED Institut, il me Tout semble, à hein, fait, tout à fait. l'entreprise? Peut-être que tu peux en dire, une petite phrase parce qu'elle est toujours existante. Bien sûr. Mais sur, cette anecdote de 2013, comment tu l'as rendu vivant? Ou comment tu as en fait, inclus ça? Ou Tout à enfin fait, voilà, est-ce qu'il y a des tout à fait. ingrédients? Alors, ED Institut est effectivement un institut d'études marketing que j'ai transmis aux équipiers et équipières sous la forme d'une SCOP il y a à peu près 2 ans. Mmh. Voilà. Comment on l'a fait vivre? On a commencé à faire des petits temps collectifs, d'invitation collective, mais sur le mode du volontariat. Par exemple, de 13h à 13h30, on a une méditation guidée en espace zen. Mercredi après-midi, on a Sandrine qui va venir faire animer de la sophrologie. Donc on a fait des petits ateliers d'animation pour que les gens s'habituent à aller en espace zen et Mmh. que ça devienne vraiment qui s'approprie l'espace. C'est quelque part comme une C'est ça, tout ritualisation, à fait, tout à fait. On avait aussi des rituels, alors où on allait effectivement prendre des temps de méditation collectif en espace zen. Et après, c'est devenu quelque chose d'ancré et un espace presque aujourd'hui. Si on déménageait, bah, ça serait peut-être le premier espace qui serait aménagé, quoi. mmh. Mais alors du coup, pour les personnes qui nous regardent, j'ai la crainte, vu qu'ils vont associer le mot chamanisme, travail torture, espace zen et cetera, qu'il se fasse tout un monde. Comment en fait, est rituel? Du coup, qu'est-ce qu'un rituel pour toi? Peut-être au sens même des peuples racines. Qu'est-ce que tu as tiré de là-bas pour venir Mmh, l'appliquer mmh, mmh. concrètement dans cette entreprise qui a été quelque part une, zone d'expérimentation, j'imagine pour toi aussi? Bien Enfin sûr. voilà, Mmh, comment on peut leur dire: «Non, en fait, si vous le mettez en tout à place, fait. il y a des chances que ça Alors, puisse, vous aider». ce qu'on peut déjà dire, c'est que forcément, si j'ai une équipe qui est en joie, ça va apporter de l'engagement. Donc forcément de la robustesse. Parler avant performance, moi je préfère parler de robustesse, mais de pérennité à l'entreprise parce que les gens vont être plus engagés, donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes.
Donc la corrélation, enfin, je sais pas, si vous êtes en joie, bah, vous avez envie de faire les choses. Si je suis frustré ou pas en joie, j'ai pas envie de faire les choses, je vais faire juste le strict minimum. Mmh. Donc déjà, ça apporte, entre guillemets, de la performance. Et ta question, c'est comment je me suis inspiré, c'est ça des Comment tu t'es inspiré et oui. comment tu le mets en place sans Oui, comment on le choquer, met en en place, sans parlant de choquer, oui. Un rituel en entreprise, c'est vrai que le mot, il peut faire peur, mais un rituel, c'est de renforcer la cohésion d'équipe, et l'intégration, sociale, je dirais, de la personne au groupe. Donc, les rituels, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça rythme aussi la vie dans l'entreprise. Après, je me souviens, on était amené à faire quelques conférences et puis ils aiment bien les chiffres. Ils m'ont demandé: «Ah, combien de rituels vous avez?» On en a 16, enfin, on en avait 16 à l'époque. Donc il y a des rituels quotidiens. Par exemple, le café le matin de 8 heures à 9 mmh. heures. Il y a un temps pour le café. Si tu as le temps, tu viens, 5 minutes, une demi heure, 1 heure. Et on sait en plus que dans ces moments informels, c'est 80 des décisions qui sont prises. Donc l'entreprise a intérêt à aménager ces temps de connexion, de convivialité, parce que ça va aussi générer de la joie. Et si on génère de la joie, on va générer de la performance. Ça me rappelle, Steelcase que j'avais visité à l'époque quand j'étais Mmh. étudiant et dans la présentation que la personne, de Steelcase faisait du bâtiment, donc c'est pas du tout un secret, hein, c'est pour ça que je pense que j'ai le droit de les citer. Ils expliquaient que tout l'espace de restauration au sein même de l'entreprise à Schiltigheim, avait été pensé pour que ça soit un lieu où les gens restent manger sur place, pour que ça soit des moments de convivialité, de rencontres, interservices et de décision. J'avais été interpellé par, le côté stratégique qu'il y avait Mmh. autour de la restauration. En France, c'est clair que la nourriture et le repas et le déjeuner, c'est un temps vraiment important, de cohésion, de convivialité. Nous, ce qu'on organisait, à peu près 2-3 fois par mois, c'était ce qu'on appelait les midis festifs. Donc on décidait d'un thème et ça tournait, donc une personne décidait d'un thème et chacun ramenait, sur ce thème. C'était incroyable. Déjà, on avait une diversité de mets et de choses. Donc le thème, ça pouvait être, la semaine prochaine, ça sera le Brésil. Une fois, c'était le crash test, quelque chose que vous avez jamais fait, vous le testez, c'était incroyable. Il y avait des créations extraordinaires et c'était voilà, donc on se retrouvait avec un grand buffet et il y avait une convivialité énorme, quoi. Donc c'est sûr, oui, oui, en France, c'est clair que la nourriture aide. Mais quand j'entends, je vais vraiment faire l'avocat du diable ce matin, je crois. Ah, Bah, c'est moi généralement. C'est Tiens. bien. Ouais, bah là aujourd'hui je vais prendre le relais. Non, mais je me dis, je suis dirigeant, j'entends un dirigeant qui me dit, j'ai mis en place dans mon entreprise. Alors, il y avait combien de collaboratrices, collaborateurs dans Donc l'entreprise? on était à peu près 35 équivalents à temps plein, ouais. Ok. Et du coup, je mets en place 16 rituels. Et je Bah me dis, mais à quel moment ils travaillent, les gens? Quand c'est qu'ils bossent, quand c'est qu'on fait, qu'on fait de la prod, quelque c'est part. une question très intéressante, parce que là, on rejoint la relation au temps. Et pour moi, c'est primordial, il faut changer notre relation au temps. Si vous ne changez pas la relation au temps, vous ne pouvez pas le mettre en place et vous n'avez pas le temps des rituels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, que les rituels, c'est ce que je disais, ça renforce la cohésion. Ça va renforcer l'appartenance, donc ça va renforcer l'engagement. Donc ça veut dire qu'on va être beaucoup plus efficace. Donc j'ai plus besoin de passer, autant de temps à la production parce que ma production va être plus efficace. Donc je peux aménager ces temps-là. On avait aussi un rituel, par exemple, 2 fois par an où on allait, c'était je dirais un rituel, de meilleure connaissance de l'autre, où on demandait à l'autre, on se prenait 5 minutes chacun: «Qu'est-ce que j'apprécie chez toi? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble pour améliorer la qualité du lien? Et en quoi je m'engage moi à améliorer la qualité de notre lien?» On se Mmh. prenait ce temps-là et c'était fabuleux parce qu'on sortait des choses incroyables et chacun grandissait. Mais si je prends pas ce temps-là et que je suis toujours dans la prod avec une pression, je sais que c'est un thème dont on va parler après, les gens à un moment donné, ils sont plus engagés ou alors ils font juste le strict minimum. C'est du présentéisme. Mmh. Le présentéisme, ça tue la joie Et ça ramène pas de valeur, enfin et peu ça de valeur. ramène aucune Enfin, sans valeur vouloir, Mmh. dans tous les sens du être terme. tranquille. Mmh. Voilà. Donc, mais alors après, quand j'ai dit ça, là, je touche à quelque chose d'important. Parce que nous, on a, ici en Occident, ou en tout cas dans nos organisations, une relation linéaire au temps. Pourquoi? Parce qu'on est aussi centré beaucoup sur les objectifs.
Chez les peuples racines, on a une relation cyclique au temps. Ça veut dire qu'il faudrait dans les organisations mettre en place des espaces-temps, un pour la vision, donc prendre le temps de faire vivre la vision, parce que souvent elle est que placardée dans les organisations. Même je me souviens d'un codir, c'est comme si tu étais là et tu as la vision derrière avec les valeurs. Ils n'étaient pas capables, je leur demandais: «Mais finalement, vous pouvez me redire la vision que vous avez dans l'entreprise?» Ils n'étaient pas capables de me la dire. Donc il y a aucune incarnation. Mmh. Donc il faut se prendre un temps quotidien pour l'incarnation de la vision. Quotidien. Bah oui, quotidien. De quoi, si j'ai un feedback, je suis manager, j'ai un feedback, bah, le feedback, je vais toujours le faire en rapport avec la vision, avec le projet. Est-ce que tu peux donner un exemple très concret pour qu'on puisse se projeter, peut-être Bah, sur un des projets? un exemple très concret, j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit: «Philippe, j'ai une idée. Voilà, j'ai cette idée, A». OK, donc déjà je vais l'écouter, je ne vais pas l'interrompre, donc c'est ce qu'on appelle, l'écoute, active. Et après je vais lui dire: «Bah, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu ressens?» Donc je vais être dans le mental d'abord, mais je vais descendre aussi dans le cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Mmh. Quelle émotion ça te procure? Et après je vais lui dire: «Est-ce que ton idée respecte la vision commune qu'on s'est fixée ensemble?» Mmh. «Oui». «Super». «Est-ce que ça respecte les valeurs qu'on a adossées à la vision?» «Oui, ça respecte». Eh ben fonce, expérimente, vas-y. Et si tu te plantes, c'est pas grave, c'est un apprentissage, donc on rejoint ce qu'on disait avant. Mmh. Et je reste en joie, Mmh. même s'il s'est planté. Au contraire, ça nous a fait grandir. Du coup, tu avais vraiment cette posture dans ces cas-là de leader facilitateur quelque part, je ne sais pas comment on l'exprime, mais c'est-à-dire d'encourager l'initiative, Bien des sûr. unes et des uns et des autres? C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un manager, c'est quand les équipiers et les équipiers prennent les initiatives. C'est le plus beau cadeau du monde qu'on peut avoir. Donc pour moi, on est un facilitateur bah, de ça, de la prise d'initiative. Je me souviens, mais ça c'est avec une autre société que j'anime toujours aujourd'hui, qui s'appelle Eden Insight, qui est sur Paris et Strasbourg. Là, je suis toujours effectivement pilote aussi, enfin impliqué dans cette société. Et je me souviens d'une personne qui était sur Paris et qui m'appelle et qui me dit bah tiens, je suis allé, qui était une chargée d'études. Et elle m'a dit: «Ah, je suis allé voir un biscuitier en Bretagne». Je lui dis: «Ah, OK, intéressant. Mais qu'est-ce que tu fais en Bretagne?» Elle m'a dit: «Ah, mais ça fait 15 jours parce que ma mère est malade et je suis parti et j'en profite pour un peu prospecter dans la région». C'était incroyable. Mmh. Trop Voilà, bien. donc c'est aussi laisser quelque part l'autonomie et la responsabilité et la liberté aux équipes. Et là, en général, elles donnent le meilleur. Il y a un chiffre qui est donné, on a 3 dans un groupe de personnes qui peuvent tirer au flanc. 3. Les 97 autres vont aller dans le bon sens. Mmh. L'humain est bon par nature. Donc soit je fais une politique et une stratégie pour les 3 et je vais, démotiver les 97 autres, ou je m'attache surtout aux 97. Trop j'adore. Et qu'est-ce qu'on fait avec les 3 par contre, qui parfois sont quand même des Dégage! ouais, non mais Alors c'est des cailloux dans la chaussure pour nous, mais pour non, aussi les alors 97 s'ils non? sont nocifs au groupe, la seule chose, c'est de s'en séparer. OK. Là, il y a pas d'autre solution. S'ils sont pas nocifs, on va les garder. On va les garder parce que ça fait partie, voilà, ça fait partie de la vie aussi, Intégrer les opposés. tout à fait, tout à fait. Et après, on va aussi laisser le temps. C'est pour ça que je dis que la relation au temps, c'est primordial. Je vous prends 2 exemples. On avait lancé, mais on en parlera peut-être après, les micro-rêves. Mmh. Donc ça, c'était en 2011 et j'avais une personne qui était réticente aux micro-rêves parce que le micro-rêve, c'était un projet personnel que tu, partageais au groupe. Et j'en ai un qui a dit: «Non, non, moi, vie privée, vie professionnelle, je cloisonne. Donc les micro-rêves, c'est pas pour moi». 2 ans après, c'est devenu l'ambassadeur des micro-rêves. Donc il faut laisser le temps au temps. Autre chose, on monte un réseau social d'entreprise en 2018, pour, mieux communiquer ensemble. Et une personne dit: «Moi, je rentre pas dans le réseau social». On aurait pu lui dire: «Bah, écoute, on te l'impose, c'est un réseau social, c'est pour le bien, c'est pour mieux communiquer ensemble, on t'impose». On a dit non. 4 ans après, il est venu. On l'a célébré quand il est venu sur le réseau social. Mmh. 4 ans après. On lui a laissé le temps. Si on l'avait imposé, on aurait provoqué chez lui de la frustration
Et qui dit frustration dit plus de joie. Je suis plus en joie. Mmh. Mmh. J'ai envie de rebondir à 2 endroits. Plein d'endroits. À plein, mais là 2 particulièrement. Il y en a un sur, ce que tu disais, donc sur l'exemple que tu as pris où quelqu'un vient apporter une nouvelle idée pour l'entreprise. Oui. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu as une posture de vraiment checker si la personne, elle est elle-même alignée à la vision, aux valeurs, et cetera. Mais mettons que moi, dirigeant, mon collaborateur vient avec cette nouvelle idée et moi, je sens que c'est pas aligné. Je crée, je sais pas, par rapport à la joie justement, ça ne me crée pas de joie d'entendre ce qu'elle a envie, l'initiative. Et je me dis, bah en fait, j'ai l'impression qu'il y a un désalignement. Comment tu l'inclus dans... Alors là, je sais pas si c'est ton ego qui parle, mais Potentiellement. ouais, potentiellement, parce que si on a défini une vision commune, alors c'est mieux bien sûr de la définir d'une façon commune, ainsi que des valeurs. Si ça correspond à vision-valeur, même si moi je suis pas enchanté, c'est bon. Hmm, Bien sûr que c'est bon. Je vais suivre le collectif là, ok, et je vais laisser mon ego de côté et le mettre au service du collectif, ok. et laisser cette Simple. personne expérimenter et grandir. Sinon, ça veut dire que je suis, là, je vais m'ingérer dans des initiatives et je vais à terme frustrer les gens Hmm, et ils prendront plus d'initiative. Et quand un manager vient me voir et me dit: «Ouais, mais lui, il veut pas prendre d'initiative», j'ai dit: «Non, tu n'as pas encore créé les conditions de sa prise d'initiative. C'est différent. hmm. Travaille-y et c'est quelqu'un qui va te faire progresser, dans ton métier de manager». Et du coup, quels sont, donc on a entendu certains ingrédients, mais quelles sont ces conditions justement? Alors, je sais que tu travailles beaucoup sur la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, est-ce qu'il y a une guidelines, quelques clés, peut-être tirées aussi des peuples racines en fait, pour pouvoir le faire? Alors c'est clair qu'il faut, un environnement propice. C'est un des leviers. Donc tu parlais de qualité de vie au travail, ça peut être aussi l'espace, de travail qui soit sympathique et qui donne envie. Si j'arrive dans un espace de travail qui est un peu glauque, j'aurais pas forcément envie de donner le meilleur de moi-même. Il faut que la vision, soit vraiment partagée par les équipes et que ça soit quelque chose de plus grand que nous. C'est plus les visions tapis des années 80. Je respecte, hein, monsieur Bernard Tapie, il y a pas de souci de ce côté-là. Mais je veux dire, c'est plus ça, la performance à tout prix, le chiffre à tout prix. C'est fini, il faut que la valeur enfin la vision pardon, elle soit inspirationnelle. Il faut qu'elle emmène les équipes, qu'on ait envie et que ça nous dépasse, que ça dépasse le collectif même, qu'elle soit plus grande, Hmm, que nous-mêmes et que le collectif. Donc ça peut et donc ça, c'est important d'avoir ça. Si je veux me lever le matin avec de la joie et une banane, il faut que voilà, ce pourquoi, je suis en équipe fasse sens pour moi et me dépasse quelque part. Donc hmm. ça, c'est important. Donc environnement, vision partagée. Nous, on avait même mis la joie comme une valeur, être en joie, être de bonne humeur, être sérieux sans se prendre au sérieux. C'était dans une de nos valeurs. C'est Les très équipes belge ça. Je les adore. Bah, Mais non. big up. Et je pense même que, de voir les gens, sourire, rigoler, mais c'est bon signe parce que ça veut dire que l'équipe est en marche, elle est portée par quelque chose de plus grand qu'eux et pour moi, c'est pour ça qu'il faut pas que le contrôle ne sert à rien. Il faut vraiment faire confiance aux équipes et quand je suis là ou quand je suis pas là, les comportements sont les mêmes. Rien ne change parce que les gens sont autonomes et responsables. Hmm, Ah, ça, hmm. c'est un truc que je dis énormément. Je dis, et que pour moi-même, hein, premièrement, mais que je propose aussi aux gens autour de moi. Je dis, agis de la même manière que s'il y avait le gars qui était à côté de toi Bien et qui sûr, te bien regardait sûr, faire, quoi. bien sûr. Si tu es en train de planter un clou, que tu es un artisan, bah, tu vas le planter aussi bien que le client soit là ou que le client soit pas là à côté en train de regarder, quoi. Ouais, j'adore. Merci. Et on rejoint l'alignement, quoi. Mm. Et si je suis pas complètement aligné avec moi-même, bah, je peux pas, l'être avec les autres, ça c'est clair, et je peux pas trop être en joie non plus. Hmm. J'aurai quelque chose qui va m'empêcher vraiment d'être en joie intérieure. Du coup, être en joie avec ses micro-rêves, tu l'as mentionné, j'aimerais qu'on fasse une petite partie sur ça. Comment ça a été mis en place, ce Mm. projet micro-rêve? Mm. Tu donnais l'exemple de Mm. quelqu'un qui est venu 2 ans Mm. après Mm. rejoindre l'aventure. Mm. Mm. Et juste, Alors, le micro-rêve, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de réaliser dans les 3 à 6 mois.
soit individuel ou collectif. Alors on avait un micro-rêve collectif par an qui était décidé en collectif en séminaire de début d'année. Un micro-rêve qui nous a vraiment fait vibrer, c'était d'organiser un TEDx à Strasbourg. C'était en 2017. Notre micro-rêve, c'était on va monter et organiser le TEDx. Donc le TEDx, je rappelle, c'est une douzaine de conférenciers qui vont prendre la parole pendant 20 minutes. Donc on avait 12 conférenciers à coacher et on a eu 15 volontaires dans l'équipe pour aller dans cette aventure-là. On s'en souvient encore aujourd'hui, c'était une aventure humaine extraordinaire. Donc ça, c'était un micro-rêve collectif. Un autre micro-rêve collectif, c'était l'espace zen. Ça a été pensé en micro-rêve collectif. D'accord. Et après, chaque coéquipier et coéquipière peuvent venir à tout moment et dire moi, j'ai un micro-rêve individuel. Comment l'entreprise peut m'aider à réaliser mon micro-rêve? Et le micro-rêve, c'est pas forcément des moyens financiers, c'est parfois du temps à allouer à la personne. Ça peut être aussi du réseau que l'entreprise peut apporter à la personne. Je vous prends l'exemple, on avait une chargée d'études qui était basée à Dijon pour des convenances personnelles et elle ne faisait plus de piano. Ça faisait 15 ans qu'elle n'avait plus refait du piano pour des questions d'appartement, d'enfants, etc. Et son micro-rêve, c'était de refaire du piano. Donc on a installé un piano au bureau. Je crois que ça nous coûtait 25 € de location par mois. Elle s'est payée un prof elle-même et entre midi et 2, elle faisait 1 heure de piano au bureau. Et Élise était quelqu'un d'un peu stressé, parfois beaucoup trop au boulot. Et donc là, c'était un temps de lâcher prise aussi pour elle. Donc on gagnait sur les 2 tableaux. Ça l'a déstressée. Et puis l'entreprise lui a permis de rejouer du piano. Magnifique. Donc c'est magnifique, quoi. Hmm. Donc ça apporte de la joie. Ça apporte de la joie pour soi. La seule obligation, c'était de partager. Quand j'ai réalisé mon micro-rêve, je le partage aux équipes. Donc ça veut dire qu'on commençait aussi à bien se connaître les uns les autres. Après, un enquêteur, il est passionné des reptiles. On lui a financé un billet de train pour aller à Paris à une grande exposition de reptiles. Il a dormi chez un ami. Et il est revenu, en alliant avec un serpent. Et, Au bureau. au bureau, il nous vache. l'a ramené au bureau pour nous le montrer, bien sûr. Et il nous a partagé sa passion des reptiles. Mais c'est fabuleux. Donc ça veut dire qu'on apprend aussi à mieux se connaître. Donc on renforce aussi la cohésion, la joie et la performance. Hmm. Et alors, le micro dans Micro-Rêve, il est identifié comment? Il y a des 3 à 6 critères? mois. Il faut que ça soit réalisable dans les 3 à 6 mois. C'est pas non plus un macro-rêve qui sera difficile à réaliser. Il faut quand même que ça soit faisable dans les 3 à 6 mois. Ok. Et encore une fois, et après on boucle la boucle sur ce sujet, mais comment, si je suis dirigeant et que je suis inspiré par ce que tu partages là, quelle est la première étape pour pouvoir le mettre en place quelque part, ce micro-rêve dans mon entreprise? Alors là, il faut déjà... Faut contacter Philippe. Oui, peut-être, parce que c'est important. Là, je dirais, il faut déjà une certaine maturité. Alors, si je prends un peu une analogie avec l'iceberg, si vous voulez, tout en bas de l'iceberg, il y a vraiment déjà la co-construction de vision, valeurs, règles de vie. Ça, c'est le socle de base. Donc après, on a l'autonomie et la responsabilité des équipes et la confiance. Donc, se faire confiance mutuellement, mais réellement confiance. Après, on a parlé d'écoute active, feedback, écoute active, ça aussi, c'est un des paliers. Après, on a le lâcher-prise. Voilà. Donc, si j'ai déjà toutes ces étapes-là, je peux lancer des micro-rêves. Mais sinon pas, parce que les équipes vont dire, écoute, j'ai pas d'autonomie, tu me mets la pression sur le travail et tu nous présentes un micro-rêve. C'est comme la corbeille de fruits ou le baby-foot. Il faut vraiment déjà qu'il y ait une maturité de l'organisation pour pouvoir faire vivre les micro-rêves. Et je conseillerais plutôt de commencer par un micro-rêve collectif avant de se lancer sur les micro-rêves individuels. Wow. Moi qui avais un baby-foot dans une ancienne boîte, je vois très bien parce que justement les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Et donc merci beaucoup pour cette précision, je trouve que c'est super intéressant. Ouais. J'ai juste une mini question, j'ai l'impression presque que l'entreprise qui génère du sens, et du coup ce sens qui vient générer l'engagement, etc. Il y a presque un truc quasi sacré, on parle de l'entreprise comme ce lieu créateur de sens, ça serait l'église ou le lieu sacré d'antan. Et c'est normal d'injecter presque ce champ lexical dans c'est l'entreprise? nécessaire. C'est nécessaire parce que la vie est sacrée. Et après la vie, c'est quoi? Quand un peuple racine va partir à la chasse
parce que c'est leur subsistance. Ils cloisonnent pas, chasse, travail et loisirs et ils y vont en chantant, en sifflant et cetera. Ils sont en joie et il y a pas ce cloisonnement-là. Pourquoi on pourrait pas s'épanouir, sur notre lieu de travail et prendre du plaisir ensemble avec des rituels qui nous permettent de renforcer ça, de renforcer la cohésion? Donc il y a une partie de spirituel et de sacré, bien entendu. Si on n'a pas ce temps-là, pourquoi on est ensemble? Quelque part, on peut se poser cette question-là. Gagner de l'argent. Bah, voilà, C'est la, alors, la ah bah, réponse si hein, c'est ça, classique, bah, bien classique, sûr. j'en entends. Bah oui, Hein. bah, bien sûr. Bah, si c'est ça, c'est très pauvre, on l'a vu avant, c'est une satisfaction très éphémère. Mm. Mais je vais pas être un chef d'entreprise joyeux ou un manager joyeux si je suis que focalisé sur la réalisation des objectifs. Je vais être un constructeur et en plus, aujourd'hui, on sait que pour l'écosystème, c'est destructeur. Mhm. Donc on peut plus se le permettre. Voilà, sinon la nature reprendra ses droits. Et elle, c'est pas, on dit souvent: «Oui, il faut protéger la planète». Non, il faut protéger l'humain, l'être humain et peut-être la spiritualité, oui, c'est sûr, ouais, c'est Mhm. clair. J'avais été marqué la première fois qu'on s'est vu dans les locaux de Day Institute. J'avais été marqué par la présence de la nature quelque part à l'intérieur. Mmh. C'est vraiment se sentir dans un cocon. Et je me souviens d'une des pièces dans lesquelles on était entré où je pouvais respirer. En fait, c'était des espaces de régénération. On est issu de la nature, donc si on n'est plus connecté à la nature, on perd beaucoup, beaucoup de choses et les peuples racines, ils disent, les hommes des villes et les hommes de la forêt et il dit: «Mais vous avez perdu beaucoup de choses, c'est votre environnement qui vous amène à tout ce stress et à cette non-joie. C'est pas vous les fautifs». Hmm. Mais c'est tout l'environnement qui est autour. Du coup, je culpabilise un petit peu avec mes plantes en plastique dans le décor. Aïe! Ouais, alors c'est vrai que prendre soin, alors ça c'est intéressant aussi. Je suis rentré la dernière fois dans une entreprise et la plante à l'accueil, elle était pas vivante. Enfin, il prenait pas soin d'elle. Ouais. Si je prends pas soin des plantes, bon là elles sont plastiques, t'as pas le choix. C'est On peut les laver. Ça veut dire que je prends pas soin des équipes aussi non plus, quoi. Ok. Parce que c'est un être vivant, une plante. Hmm. Donc c'est ce que je disais avant. Voilà, on est et ça, je pense qu'en termes d'humilité, les peuples racines, ils le savent et ils le disent. On est un être vivant parmi d'autres. On n'est pas au-dessus. Et nous, je pense que parfois en Occident, on pense qu'on est au-dessus. Sinon, on prendrait plus soin de la nature si on pensait qu'on était au même niveau. Hmm. Du coup, parfaite transition sur le forum que tu portes, le Forum des peuples racines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être approfondir un peu ce que c'est qu'un peuple racine ou un peuple premier, comme tu l'as dit, vraiment pour qu'on comprenne. Bien sûr. Alors, peuple racine, c'est à peu près 360 millions de personnes dans le monde qui vivent au corps la tradition primordiale. Donc, ils ont gardé cette tradition primordiale et qui sont connectés aussi à leurs ancêtres. Donc, ça veut dire aussi qu'ils font encore vivre beaucoup de rituels, notamment des rituels de passage, qui Mm. permet à chacun de s'intégrer socialement dans le groupe. Donc ça, c'est ce qui les distingue et ils ont gardé la connexion à la nature. Eux ne peuvent pas comprendre des concepts chez nous d'environnement parce qu'ils sont dans la nature. Donc environnement, non, on est nature, quoi. Donc ça, ils peuvent pas comprendre. Développement durable, c'est incompréhensible pour eux parce qu'un développement de base, il doit être durable. Sinon, on ne peut pas l'appliquer. Ça veut dire que s'ils vont chasser dans la nature, si je prends quelque chose, je suis obligé de remettre. Si demain, bah, je veux continuer à manger. Donc voilà, il y a ce grand respect-là de la nature. On avait accueilli au mois de novembre une communauté du Brésil, les Cariridzoko. On est allé en forêt dans les Vosges. Avant de rentrer dans la forêt, il y a tout un rituel pour demander l'autorisation aussi. Voilà, donc c'est vraiment très ritualisé. Mm. Et c'est ce qui donne aussi, quelque part, c'est ce que je disais, une cohésion sociale et un sens à ma vie quand j'ai aussi ces rituels de passage. Aujourd'hui, on en a gommé beaucoup dans nos sociétés et même parfois ça fait peur parce que tout de suite on est assimilé à une secte. Donc, par rapport à quoi? Bah, par rapport à un respect de la vision, des valeurs et peut-être des temps de connexion. Un peuple racine, si vous faites une réunion avec eux, il faudra un temps de connexion avant. On ne peut pas tout de suite rentrer dans les objectifs, la réalisation de ce qu'on veut faire. D'abord, il faut qu'on D'accord. se connecte ensemble. C'est ce qu'on a fait ce Mm. matin ensemble. Hors caméra. Hors caméra bien sûr, mais c'est un temps important. Mm. Mais il faut donc ça veut dire qu'on change la relation au temps, on se prend ce temps-là parce qu'on sait que c'est important pour la suite
et pour la réalisation du projet qu'on va mettre en œuvre. Mmh. Donc j'ai peut-être un peu dévié parce que les peuples racines, bah, c'est 5%, donc ça représente 5% de personnes dans le monde. En revanche, ce sont les gardiens de 80% de la biodiversité mondiale. Donc c'est eux qui gardent au corps nos forêts primaires et qui tiennent la nature, enfin qui essaient de la préserver. Malheureusement, très chamboulés aussi par nos actions. Parce que eux, ils nous considèrent comme des extracteurs et des constructeurs, alors qu'eux, ils sont plus en posture de planteurs. Mmh. Donc un planteur, ça tient compte des aléas de la nature. Et nous, parfois, on ne veut pas ça. On veut aller plus vite et on ne tient pas compte des aléas de la nature. On va aller contre. Et justement, à cet endroit-là, moi, quand tu abordes ça, il y a forcément une colère naturelle qui monte en moi. Mm. Et je n'imagine même pas pour ceux qui ont la mission, le respect de la nature, qui est en fait leur ADN, et le lien avec être en joie. Comment rester en joie en voyant des... J'allais créer des insultes. En voyant des capitalistes fracasser la nature et en fait, quelque part, détruire ce qui nous a créés. Euh, Et moi, je m'inclus en vrai aussi en tant que participant à la société dans laquelle je vis. je suis venu en voiture. Ouais, non, ouais, moi je me sens agresseur. Mhm. Je me sens du côté des oppresseurs, personnellement, hein, Mhm. vraiment. Ouais. C'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est un des ingrédients aussi de la joie et de respecter dans la diversité humaine, même si parfois elle est moins joyeuse. Je vous prends un exemple. Sarayaku, petit peuple en Équateur, forêt amazonienne. On a séjourné chez eux. Et à un moment donné, je vois une école en dur. Je lui dis, ah, mais qu'est-ce que c'est ça, cette école en dur? Alors il dit, c'est les missionnaires qui sont venus construire cette école. Ah bon, très bien, mais je lui dis, vous vous en servez? Là, je parlais au chaman du village. Il me dit, bah non, nous, l'école, c'est dans la nature. C'est l'école de la vie, c'est l'école dans la nature, c'est le chaman qui va avec les jeunes transmettre la mémoire du peuple et les savoirs, mais dans la nature, parce que c'est important de garder cette connexion-là. Je lui ai dit, mais vous en faites rien alors de cette école en dur? Il a dit non, et si les missionnaires sont venus jusqu'à chez nous pour construire cette école, c'est que c'était important pour eux. Donc c'est le respect de l'autre dans toute sa dimension. Autre exemple, on parlait du Forum des peuples racines. Donc ça, c'est organisé par Ligne Verte Terre de Paix, une association qui défend et qui finance des actions de sauvegarde des traditions, des savoirs ancestraux et des territoires dans le monde entier. Et tous les 2 ans, on organise un forum des peuples racines à Strasbourg où on accueille des représentants des peuples qui viennent notamment pour passer le message de préserver nos rivières, nos arbres, etc. Donc s'ils viennent, c'est surtout pour ça aussi. Et on a accueilli un peuple tzotzil du Chiapas au Mexique, Brenda et Yuli. Yulisa, 9 ans. Donc c'est la fille de Brenda. Et pendant le forum, Brenda nous dit, je me suis fait enlever par les narcotrafiquants il y a 1 an et je me suis fait violer et ma fille Yuli a eu la vie sauve parce qu'elle était rasée, elle avait les cheveux rasés. Ils l'ont pris pour un garçon. Et elle a dit, je pardonne aux narcotrafiquants de ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est aussi le pardon, c'est aussi le don, la générosité, l'altruisme qui va apporter de la joie. Si je vais aller contre ou je vais apporter de la violence, je ne peux plus être en joie. C'est plus possible. Cet état n'est plus possible. Donc ça serait contre-productif. Mais bon. Oui, il faut du chemin quand même. Ouais, il faut un peu cheminer. Ouais. Wow. Je trouve des fois, j'ai dit cette phrase il n'y a pas longtemps, je dis, en vrai, c'est beaucoup plus difficile moi je parlais d'amour, d'incarner l'amour, mais ça rejoint ça, hein, beaucoup plus difficile ça que de céder à la haine, ou entre guillemets, c'est facile, c'est naturel, ça arrive tout seul. C'est beaucoup plus difficile de s'engager sur notre voie. Oui, le chemin, il est... Ouais, moi, je maintiens que, alors je suis pas peuple racine, hein, mais je maintiens qu'il y a des moments où il faut secouer aussi les choses et dire wow, ça suffit quoi. Prendre le bâton Maasai dont on va parler là dans quelques instants et lui fracasser sur le crâne en disant oh, c'est quoi le bordel là? Enfin, je sais pas, mais quand je regarde d'autant plus en ce moment, alors en étant papa d'un jeune garçon, de voir ce qui se passe dans le monde et
et je me dis, il y a un moment, alors je garde le sourire, je garde la banane comme tu disais, je cultive les gènes du bonheur, Mmh. C'est important mais il y a pour des moments où j'ai envie de prendre le bâton et dire, euh, ça suffit quoi. mais ça servirait pas, c'est ça le problème. Tant qu'il y a pas c'est comme la motivation intrinsèque, tant qu'il y a pas une prise de conscience individuelle ou quelque chose qui naît de l'intérieur, tu changeras pas l'état. Tu vas au contraire rajouter de la violence par-dessus. Donc ça servirait à rien. Mais il y a bien, par exemple, je prends un exemple qui est peut-être, bon, quoique ça peut à mon avis être en lien avec les peuples racines. Je prends les luttes par exemple véganes Mmh. ou végétales. Il y a eu des actions très chocs. Et j'en ai parlé en fait récemment en intervenant auprès des étudiants de l'EM où il y avait un débat. Les jeunes avaient un débat sur de quelle manière exprimer notre colère et le projet qui nous porte, qui vraiment est dans leur trip et dans leur cœur, les messages. Et je dis, bah, soit vous le faites de manière choc, mais quelque part il y a un intérêt parce que ces personnes-là m'ont permis de conscientiser quelque part qu'il y a les abattages à la chaîne, etc. C'est horrible. Et Ouais, du coup, ça m'a permis quelque part dans le choc et la violence du message ou de l'image de conscientiser quelque chose et derrière d'avoir une possibilité, une autre façon de l'exprimer en disant tiens, est-ce que tu goûterais pas un super mets végétal fait avec amour, expérimenter, ouais. etc. pour dire tiens. Du coup, je me pose la même question. Alors là, je prends un exemple qui est d'ailleurs très récent dans mon quotidien où j'ai vu les deux images. Je me suis dit ouais, bah, en fait, l'un et l'autre ont permis de conscientiser beaucoup plus individuellement cette cause. Pour autant, je suis encore flexitarien, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais du coup, il y a eu le message de la violence ou de la colère qui a été exprimé par du sang, pour me choquer, et l'autre qui était plus dans l'amour, le respect, en disant tiens, est-ce que tu essaierais pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de. Enfin, je sais pas. Ouais. Ah bon, après je suis pas communicant, mais après c'est peut-être Pour les aussi peuples racines, en ouais, fait. Hein. c'est peut-être aussi de la croyance, mais eux, ce qu'ils vont faire, ils vont pas, le faire avec, un message de entre guillemets «choc», parce que je pense aussi, mais ça c'est plus une croyance personnelle, que ça peut aussi, rebuter la personne finalement et faire l'effet inverse. Après chez toi ça fait l'autre effet, tant mieux. Moi je suis plutôt, ce que tu disais en deuxième temps sur l'expérimentation. Bah, effectivement, expérimenter soi-même et peut-être qu'un steak, végétal, bah, ça va avoir aussi beaucoup de goût. Hmm. Il faut juste le tester, l'expérimenter. Après, on a d'autres chacun aussi a d'autres habitudes alimentaires, ça fait partie de l'éducation. Quand vous allez chez les Safmanir, qui est un petit peuple à Madagascar et que vous allez griller, les larves de hannetons, bah, c'est très bon, c'est croquant, quand c'est grillé, c'est aussi très bon et ça apporte beaucoup de protéines. Voilà, ici, chez nous, ça a du mal à prendre. Donc c'est aussi, je pense, une éducation, quoi. Et c'est pour ça, quand tu parlais des enfants, je pense que si tu leur apportes une éducation, sur le don, sur la bienveillance et sur l'altruisme, ça va fonctionner parce que c'est un besoin universel. On a tous ce besoin-là, sauf qu'on a été, influencés par notre environnement et ici, en Occident, il n'est pas forcément favorable à, un état de joie. Hmm. Hmm. Du coup, tu as amené le bâton des peuples Maasai. Oui, Alors, je sais pas si je on ne peut sais pas le si vous voir le bien voyez. à la caméra. Yes, Là, on on le le voit. voit sur Mm. le Donc plan large. c'est ce que les Maasai appellent un bâton de connexion entre la terre-mère et le cosmos. Donc ils ont avant, toute réunion ou, tout projet, admettons que je veux construire un pont, bah, je vais utiliser et faire une espèce de cérémonie avant et je vais utiliser le bâton, entre la terre et le ciel. Donc c'est ce qu'ils appellent un bâton de connexion et pour la petite histoire, il m'a été offert par Kenny Mantapash, qui est un sage, du peuple Maasai et qui porte la parole du peuple à l'extérieur et donc je suis reparti, du Kenya avec ce bâton et il faut savoir qu'au Kenya, quand vous prenez le train, ils ont les mêmes codes que l'avion. Donc il y a des hôtesses de train et cetera. Il y a un grand confort, même s'ils roulent à 50 km/h. Il y a un très grand confort et c'est vraiment les codes de l'avion. Et la sécurité ne voulait pas me laisser passer le bâton dans le train. Donc j'ai dû, vraiment négocier ferme pour qu'ils acceptent. Donc j'ai failli le perdre parce qu'on a fait beaucoup de trains.
J'ai failli le perdre plusieurs fois et quand on a repris l'avion pour revenir en France, il y avait aucun souci. Voilà, donc j'y tiens énormément parce que c'est un cadeau que m'a offert mon ami Kenny. Voilà, donc c'est un objet de rituel et de cérémonie, pour le peuple Maasai. Et ça vient d'où ton intérêt pour, ces peuples, je sais pas s'il y a une source Mmh. à ça? Bah, il y a toujours une source. Donc j'adore les voyages au long cours parce que ça je trouve que culturellement, c'est intéressant de se décentrer et mon premier voyage, il y a 40 ans, c'était en Inde et j'avais eu connaissance d'un peuple, qui s'appelle le peuple Bishnoi. C'était le peuple au monde qui vivait le plus en harmonie avec la nature. C'est-à-dire, ils ont 29 préceptes de vie et ces 29 préceptes de vie sont tous en relation, avec la nature. Et on disait que ces gens-là vivaient avec les animaux sauvages. Et je voulais absolument voir ça, donc je demande, à quelqu'un, un Indien, de m'emmener là-bas. Il dit: «Non, non, 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 je ne vais pas t'emmener là-bas, c'est un peuple qui est violent» et cetera. Je dis: «Bon». On fait connaissance de Mustapha, on reste plusieurs jours avec lui, on sympathise et tout. Je dis: «Bon, Mustapha, tu m'emmènes là chez les Bishnoi?» «Ah non, 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 Philippe, c'est pas possible et tout». J'ai réussi quand même, au bout de quelques jours, à ce qu'il accepte. On est allé chez les Bishnoi, c'était dans la brousse, dans le nord de l'Inde, c'était au Rajasthan et on a été accueillis comme des rois. On a passé quelques jours avec eux et effectivement, les animaux sauvages venaient manger dans leurs mains et donc ils avaient une relation à la nature, mais extraordinaire, extraordinaire. J'ai voulu les inviter pour le forum qui va avoir lieu là à Strasbourg en septembre. Tu as Ma les dates? Oui, donc 19, 20 et 21 septembre, Forum des peuples racines au Préau, à Oberhausbergen, avec en parallèle une expo photo à l'Aubette, place Kléber, du 18 septembre au 30 septembre, en partenariat avec Rendez-vous en Terre Inconnue. On va mettre, en valeur 8 peuples racines et l'exposition s'appelle Hommage. Mmh. Est-ce que dernière question, mais qui est vraiment importante pour moi. Est-ce qu'on te nous occidentales, est-ce qu'on enfin, comment est-ce qu'on peut t'intéresser encore d'une certaine manière? Tu sais, est-ce qu'on n'est Pauvre pas et pécheur. non, mais tu sais, Bah non, bah est-ce qu'il n'y a pas un peu ce truc de, on est un peu fados, tu sais, on en a pas on manque de sel, on manque de saveur, quand tu as connecté avec des choses si profondes, non, vraie question, je veux pas me non, flageller. l'humain, non, parce que moi j'ai confiance en l'humain et c'est tellement une richesse et plus il est différent de moi et plus il va m'apporter quelque chose. Moi, c'est plutôt la nature. C'est vrai qu'on était parti en famille une année autour du monde, justement à la rencontre des premiers habitants de chaque pays, donc des chasseurs-cueilleurs, pendant un an. Quand on est revenu, c'est clair qu'on a fait un sas de décompression. Pendant 2 semaines, on était dans les Vosges, dans la forêt pour décompresser. Donc c'est plus l'espace nature, moi, qui me choque. Après, l'humain est ce qu'il est, faut l'accueillir, quoi. Donc ça, non, moi, j'ai pas de souci. Après, c'est vrai que quand je suis avec eux, j'ai l'impression d'être un peu plus vivant. Mmh. Voilà, mais c'est un état personnel et je me sens vraiment vivant et en syncrétisme, enfin en relation directe. Et quelque part, je sais que tout ce que je dis là, bah, voilà, c'est ma mission, de vie, quoi. Mmh. Et du coup, pour boucler la boucle, la mission, donc c'est Ligne verte Terre de paix, l'association que tu portes, que tu as créée? Oui, que j'ai fondé, ouais, effectivement, une association, donc Ligne verte Terre de paix, tout à fait, ouais, Et qui est venue, tu me l'as dit hors caméra, d'une transmission en fait de ces peuples racines qui t'ont quelque part missionné aussi ou? bah, oui, 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 tous, parce que quelque part, quand on porte leur voix, il faut pas faire n'importe quoi et il faut qu'on ait leur autorisation à eux aussi. Et donc ils me la donnent cette autorisation. Ils me permettent aussi de venir chez eux parce qu'on vient pas comme ça, il faut venir avec une intention et cetera. Donc en général, on est accepté aussi, quand on va chez eux. Mmh. Et ce nom, Ligne verte, est-ce que c'est comme ligne rouge mais, pour la nature? C'est l'inspiration? Enfin, c'est ce que j'en ai Tout déduit à mais, fait, tout à fait, c'est un peu l'idée donc de dire: «Bah, essayons, d'arrêter de détruire, cette nature parce qu'on vient de la nature» et bah, terre de paix aussi, c'est pour apporter la paix parce que le jour où on va respecter la nature, on va tout respecter, quoi. mmh.
l'être humain aussi, forcément. Donc voilà. Et la prise de conscience que bah, des êtres vivants sur Terre, il n'y a pas que l'être humain, on n'est pas les seuls. Mmh. Donc c'est pour ça que les peuples racines ont beaucoup d'humilité et que c'est une posture naturelle chez eux. C'est vraiment ce que tu disais, hein, c'est être un. Enfin, je suis un être vivant parmi les êtres vivants, incluant la nature, les animaux et toutes sortes de vies. Bah, quand on prend conscience de ça, c'est clair qu'on a envie de protéger cette nature, oui, parce qu'on sait qu'on est issu d'elle. Donc c'est assez du bon sens, quoi. Mais Mmh. Ça me rappelle une anecdote qui m'avait marqué en Thaïlande. Alors je pense pas que ce soit des peuples racines au sens de ce que tu partages, mais la mère de mon fils est thaïlandaise, est née et grandie dans la nature, dans la jungle en Mmh, fait. mmh, mmh, Et alors ils ont tout un tas de rituels avec mmh, les petites maisons, avec mmh, le respect mmh. des esprits du territoire, etc. Et une fois, donc, on était avec mon fils et elle, et on va pour aller dans la jungle. Et puis moi, un peu comme occidental, je rentre avec une petite intention de bon, bah, on va voir ce qu'on va découvrir. Mais elle me dit attends, on rentre pas dans la jungle comme ça. Et alors je lui dis bah, comment ça? Et elle me dit bah, on va poser une intention et demander aux esprits de la jungle de nous y accueillir. Donc on fait son rituel, elle a une Mmh, certaine forme de mmh, prière, hein, mmh, mmh, genre de méditation, je sais mmh, pas comment on le dit, et on rentre et tout s'est bien passé. mmh. Et ce qui était intéressant, c'est que un mois après, je vais dans une autre jungle où j'avais complètement oublié cet état d'esprit, et puis je faisais un peu mon ego parler, Mmh, je mmh. partais dans l'exploration, etc. Et puis je me suis perdu Oh, dans la jungle. dangereux. Alors bon, c'était sur une île, donc je savais que si je suivais le soleil quelque Mmh, part, j'allais mmh. retrouver mon chemin. Ah ouais. Et à un moment, j'étais au milieu de grandes fougères. Je sais même pas comment je me suis retrouvé là-dedans, vraiment, hein. Je Et vois. donc je prends un bâton. Alors c'était pas celui-ci, c'était pas. Et je commence à vraiment essayer de trouver mon chemin, quoi. Et je me souviens de commencer à prendre panique. Ah. Et les plantes tout autour de moi, à un moment, je me retourne et j'avais vraiment tracé un chemin pendant au moins 20 minutes. Et les plantes s'étaient Ouais, ouais, remontées. ouais, ouais, Et là, j'ai eu vraiment une sensation de waouh, la jungle va me tuer. ouais. Et je me suis souvenu à ce moment-là, heureusement, ce qu'avait dit Coy, du coup, si tu ne leur demandes pas l'autorisation et que tu rentres comme ça, tu vas te faire, Mmh, tu vas te faire massacrer. mmh, Et du coup, j'ai fait un switch où j'ai mmh, vraiment demandé l'aide de la jungle en disant je mmh. suis désolé, j'ai fait de la merde, sorry, j'ai fait l'européen chez vous et là j'ai besoin de votre aide parce qu'en fait le soleil se couche, j'ai pas d'eau, je suis assoiffé et j'ai besoin de retrouver mon chemin. Et littéralement, en tout cas, alors à ce moment-là, on n'y croit pas, synchronicité ou pas. Un oiseau passe et me montre une autre direction et Ouais. je prends. À ce Un moment-là, signe. je prends le signe et j'ai retrouvé mon chemin 20 Waouh. minutes après, etc. Ouais, et du coup, je me lie à ça par l'expérience. Ah bah oui. Ah bah oui, là effectivement, ouais, je pense que Et la jungle thaïlandaise, là, pour le coup, je vous invite à À faire ce éviter. Ah ouais, rituel. d'accord. Non, à faire ce rituel, en tout cas, si vous voulez vraiment ouais, s'en si on y sortir. va, ouais. C'est clair, ouais. Bah, mais c'est vrai que c'est puissant. J'avais eu à 50 ans une perte d'énergie. Voilà, j'avais vraiment plus d'énergie et je suis parti en forêt amazonienne. Je suis parti au Pérou, vivre une retraite pendant 3 semaines en forêt. Donc il y avait 2 semaines de jeûne. Le chaman me ramenait juste quelques potions de plantes. Et c'est vrai que la forêt il m'a un peu initié aussi après la troisième semaine, à la forêt, et il me disait: «Bah, nous, la forêt, c'est voilà, c'est notre pharmacopée déjà, tout ce qu'on y trouve, bah, ça nous soigne». Donc et puis c'était un lieu de rituel pour eux, donc c'est une relation sacrée, quoi. Hmm. Et donc ils ont effectivement une approche, complètement différente de nous. Mais j'ai bien aimé là ton anecdote, et finalement, toi, l'expérience, elle est incroyable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette, cette prise de conscience de se dire: «Bah non, il faut que je la respecte et que que je partage mon intention comme un être vivant, quoi». Hmm. Donc et Un esprit, ouais. voilà, et aujourd'hui tu l'as gardé ça, tu peux Oui. plus aller en forêt comme tu allais avant, ouais. Non, même Ouais, en même Alsace, hein, même ici, même partout, bah, c'est la même, hein. Ouais, j'y vais avec plus de bien conscience sûr, bien sûr. et je pose une intention, notamment avec mon fils. Du coup, c'est quelque chose dont, de toute Que tu façon, sa transmets. maman, elle lui transmet Ouais.
Mais du coup, maintenant, ça devient un rituel. Et même quand je raconte les histoires, parce que le soir, il me demande souvent, il a 4 ans, mais il me demande souvent une histoire en lien avec la nature et la Mm. forêt. On va se balader, etc. Et donc, je dis toujours, même dans l'histoire, et donc on rentre dans la forêt, et là, on pose une intention ensemble. On demande aux animaux, aux végétaux de nous indiquer la voie. Donc, je sais que dès 4 ans, si toutes les semaines, il l'entend une fois, potentiellement, dans 6 ans, il ne sera pas à mon niveau. C'est un beau cadeau que vous lui offrez là. Ouais. Et que la vie m'a offert à moi. Du Bah coup, oui. Ouais, Et tu es tout à vivant. fait. je suis vivant et À la bonne joyeux. heure. Très bien. Eh bien, on va inviter Johanna à nous retrouver pour amener peut-être un vent de fraîcheur. On aime bien l'appeler comme ça, la Oui. fraîcheur de la jeunesse, et de voir comment nos échanges ont résonné avec elle. Tout de suite, Johanna. Hello, hello. Hello. Merci de m'accueillir une fois de plus dans cette émission. Merci à toi, Johanna. Bienvenue sur le plateau. Et Merci, on a hâte j'arrive, d'entendre. j'arrive toute apaisée, en fait, toute zen. C'est vrai? Parce que ouais, du coup, je vous écoutais avant, pendant la première partie de l'émission. Et c'est vrai que je trouve que tu dégages quelque chose de très, très apaisant, de très zen. Et je me demandais, est-ce que tu as toujours été comme ça? Ou est-ce que, comme d'autres personnes qu'on a pu voir sur le plateau, tu as eu un passé dans le diable de la finance du CAC 40, à la Défense à Paris, ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que tu as juste été toujours zen et tranquille? Alors c'est vrai que naturellement, j'ai toujours eu plus ou moins un regard positif sur les choses. En revanche, moi j'ai créé une entreprise en 85 à la sortie des études et je me suis fait, si tu veux au début, je pensais faire le tour du monde Hmm. et j'ai créé l'entreprise donc ça m'a un peu pris mais je me suis dit: «Elle va pas tenir donc je vais pouvoir réaliser mon projet» et finalement, bah, ça fait 40 ans que ça dure, hein, puisque l'entreprise a 40 ans cette année, c'était en 85, on est en 2025. Les 5 premières années, c'était un peu l'esprit start-up et tout ça, donc c'était vraiment génial. Et après, je suis rentré un peu dans le moule d'un manager que j'appellerais paternaliste descendant. Et là, effectivement, j'ai un peu cultivé peut-être cette notion d'être focalisé sur la réalisation des objectifs et inconsciemment de mettre aussi la pression aux équipes. Puisque quand tu es focalisé sur la réalisation des objectifs, bah, tout tend vers ça. Donc c'est ce que j'appelais moi à l'époque le PCR. Alors c'est pas le fameux test ou le Parti communiste révolutionnaire, Dommage. mais c'est le process control reporting. C'est un peu tous ces tableaux, tous ces tableurs qui vont nuire à l'intuition. Mhm. Et l'intuition, bah, ça apporte aussi la joie, c'est un des ingrédients. Si je peux descendre, écouter ma petite voix intérieure, je vais être aligné, donc je vais être en joie. Et ça, je ne l'ai plus été pendant une quinzaine d'années, jusqu'à ce que j'en prenne conscience, mais je ne savais pas comment changer. Alors parfois, il y a des événements qui permettent aux gens de changer. Le décès d'un proche, un gros problème de santé, une crise financière dans l'entreprise. Et nous, on n'avait pas tout ça. L'entreprise était florissante, mais on n'avait plus de sens à être ensemble. Et c'est là où j'ai dit, bah, je vais partir 1 an, me reconnecter à la terre, aller visiter les peuples racines avec les enfants. Hein. On avait des enfants à l'époque qui avaient 7 et 9 ans. Et on va vivre une aventure et une expérience de reconnexion avec tous les êtres vivants sur Terre. Voilà Oh. l'idée. Et ça m'a effectivement reconnecté, parce que quand je suis revenu et que j'ai repoussé la porte du bureau 1 an après, je ne pouvais plus faire les choses comme avant. Mm. Et j'ai dit aux équipes, bah écoutez, soit on décide de changer ensemble, de réfléchir, de se prendre le temps, sinon je vous donne les clés. Voilà. Ok. Et tu étais parti en voyage avec cette intention-là de te reconnecter à la Terre, ou tu te disais juste, je vais réaliser le rêve que j'ai depuis avant que je crée mon entreprise? Les deux. Les deux? Les Ah deux, parce que c'est vrai que c'était un vieux rêve de jeunesse. Après, parfois, il y a des gens qui disent, et c'est marrant, quand on est parti, il y en a beaucoup, ça génère aussi de la peur, hein, je disais, c'est la peur. Hein. Ah, mais avec des enfants, là, 9 ans et tout, chez les peuples racines, même le banquier, ah, mais ils meurent de faim, c'est la famine, ils vont vous violenter. On a été accueillis, mais Mm. il y a même parfois, je me souviens à Madagascar, chez une communauté Soatana, ils nous ont lavé les pieds, enfin, c'était presque gênant. On a été accueillis vraiment comme des êtres humains, enfin comme des êtres vivants au même niveau qu'eux, dans toutes les communautés qu'on allait visiter. Et c'était des rencontres exceptionnelles, quoi. Donc ça a changé ma vie, ouais, c'est clair. Et j'aimerais juste rebondir aussi sur ce que tu as dit au début de ta réponse, que du coup, les 5 premières années de ta création d'entreprise, c'était
voilà, le début de l'entrepreneuriat, c'était super, c'était génial. Mais justement, ça, dans ma tête, ça colle pas. Le début de monter une entreprise, ça colle pas avec un état d'esprit zen. Ça colle pas avec quelque chose de tranquille. Moi, les personnes que j'ai vues autour de moi qui ont créé des entreprises ou qui sont encore encore dans les 5 premières années, c'est des personnes qui sont si pas stressées, elles sont encore dans le OK, vite, OK, réaction, action, réaction, et pas le temps de décompresser, quoi. Non, pas du tout à l'époque, Ah parce ouais? que le contexte, c'était, j'avais aucun enjeu. On sortait des études et on devait faire un projet de création d'entreprise. On a fait ce projet-là. Et il y a un prof, on n'avait pas du tout l'idée de la monter, hein, et il y a un prof qui nous dit, écoutez, le projet que vous avez, il est bien, il faut le faire. Et je vais rentrer dans l'actionnariat de l'entreprise et je vais vous rapporter un gros client au niveau national. Il nous a jamais rapporté le client, il est jamais rentré dans l'actionnariat. Donc l'entreprise était lancée, Non. Ah, le coup de mais, bluff. mais on n'avait pas d'enjeu parce on partait de rien, c'était du service, donc on n'avait pas de gros investissements. Donc il n'y avait pas d'enjeu pour nous. Et moi, de toute façon, j'étais inscrit à Médecins sans frontières pour aller partir voyager. Et même, à la limite, je voulais presque que l'entreprise capote, quoi. Ouais. Voilà, donc j'avais J'ai- pas d'enjeu. Donc c'était cool. Et comment Ok. pardon, mais comment tu l'as pris du coup, je viens dans l'actionnariat, je vous apporte ce client et au final non, est-ce que c'était intentionnel de sa part Moi, et j'en sais c'était rien. vos envies C'était de... quelqu'un de pas fiable, finalement, mais on le savait pas. En plus, on avait une relation d'élève-prof. Donc mais sinon, on n'aurait jamais fait cette création. Voilà, donc l'entreprise qui a 40 ans aujourd'hui n'aurait jamais existé. C'est rigolo. Voilà, C'est ce que tu disais avant. c'est ce que je disais avant. Donc on a fait ce chemin-là, j'en aurais fait un autre. La réussite t'est tombée dessus, finalement, c'est... Réussite, je sais pas si on peut dire réussite. En tout cas, j'ai pris T'as du réussi à la transmettre. J'ai pris du plaisir et j'ai surtout réussi, enfin, on a surtout réussi à se sortir à un moment donné d'un espèce de carcan où on tombait dans la routine, dans ce fameux PCR où on avait la tête dans le guidon. Et là, il y avait plus de sens à être ensemble, il y avait plus de joie. Mm. Voilà. T'as quand même tenu 15 ans. Ouais. Sans joie. Waouh. C'est quand même. Enfin, c'est Alors, très j'avais violent. la chance, enfin, sans joie. Enfin, oui, modéré ou modérément. On exagère peut-être parce Ouais. on avait quand même une joie d'être ensemble. On faisait 3 séminaires hébergés par an. Enfin, on avait quand même une joie d'être ensemble, mais on était trop focalisés sur la réalisation des objectifs et ce qui nous nuisait après par la suite. Ouais. Je te encore une petite question avant de revenir sur la joie, si on a le temps. C'est quoi, du coup, ton métier actuellement aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est une bonne Ouais. question. Moi, j'ai des projets collectifs. Moi, ce qui m'anime, c'est le projet collectif au service de la vision. C'est Mhm. ça, et surtout l'idée de réfléchir ensemble et de trouver des idées ensemble. C'est ça vraiment qui m'anime. Donc, je le fais à travers l'association Ligne Verte Terre de Paix, D'accord. donc où je passe à peu près 50% de mon temps. Je le fais à travers une entreprise individuelle que j'ai créée qui accompagne les entreprises et les organisations à la transformation, managériale notamment, plus en termes de posture. Et j'ai encore une société qu'on a montée en 2013 qui s'appelle Eden Insight. Je suis plus là en mentoring parce que les équipes le souhaitent, mais je la transmettrai dans les années qui viennent aussi. Mm. Voilà, mais pour l'instant, ils ont encore besoin de moi, c'est ce qu'ils disent. Je pense que non, mais bon. Voilà, donc je prends du plaisir aussi parce que là, c'est une société qui est très innovante, avec des salariés qui sont tous actionnaires aussi, donc très indépendants, très autonomes, très mûrs. Voilà, donc Donc c'est du plaisir. C'est de la consultation, en fait? C'est du montage de communautés d'études en ligne. Alors, bon, c'est un peu technique, Ouais. mais on va faire en sorte d'interagir avec le citoyen, le consommateur, d'égal à égal, Mhm. sur une plateforme 24 heures sur 24. Je vous prends un exemple. On a monté il y a 9 ans, et on l'anime 24 heures sur 24 depuis 9 ans, l'Atelier Massif. Donc, c'est la compagnie d'assurance qui a un lien avec ses sociétaires et qui injecte, par exemple, un nouveau site internet. On va demander à la communauté ce qu'ils en pensent. Une prochaine campagne de communication, qu'est-ce que vous en pensez? Un nouveau produit, etc. Donc on interagit avec le conso, le citoyen, mais plus d'égal à égal. C'est pas une enquête descendante. C'est une plateforme où je peux donner mon avis. On a des outils de créativité, etc. C'est juste pas ou c'est souvent, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça aussi, c'est souvent les compagnies d'assurance qui mettent un point d'honneur, j'ai l'impression, à aller vers leur client le plus.
Ah ouais? Je sais que j'ai un cousin qui a fait un stage dans une assurance aussi, et il disait et oui, du coup, tu vas aller prospecter à tous les assurés par l'assurance, vraiment aller faire des interviews, leur demander ce qu'ils en pensent, de quoi ils ont besoin, de machin et trucs, et puis tout un process de ça. Est-ce que je suis la seule à avoir déjà entendu ça, ou est-ce que Non, parce qu'il y a pas mal de compagnies où ils ont effectivement des sociétaires, donc c'est des gens aussi qui sont engagés. Je pense à la Maïf, hein, nous, Mmh. c'est aussi un client pour nous, c'est incarné, quoi. C'est un vrai assureur militant et engagé, avec des belles valeurs et un patron assez extraordinaire, hein. Donc voilà, après, toutes les compagnies ne sont pas comme ça, hein, mais. Mm. Mmh. Dommage. Peut-être le temps pour une petite dernière question. Du coup, pour revenir au thème de la joie, Mm. je sais que personnellement, la manière dont j'ai reçu pas mal mais déjà le début de l'émission et des moments où on parlait du fait d'être aligné, d'être en joie. Mm. En fait, moi, j'ai un peu ressenti ça comme une sorte de pression, parce que j'ai l'impression, je pense que à mon âge, plus qu'à un autre moment, on a ce sentiment d'être très chaotique à l'intérieur de soi, et du coup, pas forcément tout le temps très aligné. Et du coup, je me dis, j'ai 25 ans, donc je peux pas forcément être très aligné. Je peux être un peu aligné, mais je peux pas être aligné avec mes valeurs, parce que je sais pas non plus. Enfin, je suis encore en train de poser mes valeurs, quoi. Il y a des valeurs que je pense j'aurai dans 5 ans, que j'ai pas encore maintenant, parce que c'est la vie qui va me l'apprendre. Et du coup, je me dis, mais du coup, je peux pas être totalement aligné avec mon moi profond, et du coup, je peux pas être vraiment en joie de manière sereine et pérenne et paisible. Et du coup, ça me fait un peu stresser. Il faut pas. C'est un Oui, chemin, c'est oui. ce qu'on disait, hein, oui, c'est un chemin. Et après, la vie, c'est équilibre et déséquilibre. Ça fait partie de la vie et les peuples le savent. Il y a la nuit, il y a le jour. Voilà, Mm. ça fait partie de la vie, tout ça. Donc, je pense qu'il faut surtout pas stresser et c'est normal. Et puis, la vie, le chaman, il dit à un moment donné, la vie est un apprentissage constant. Ça, c'est la philosophie des peuples racines. T'es jamais quelque part, jamais arrivé. En revanche, le chaman, par exemple, de la communauté, c'est lui qui va animer les temps de ritualisation, les temps importants. Tout ce qui est opérationnel, il n'animera pas. Il Mm. sera que là pour les temps importants, comme la vision, les valeurs, etc. Mais voilà, donc après, je pense que c'est un chemin de vie et c'est normal qu'à 25 ans, moi j'étais comme toi aussi, hein, J'avais demandé, voilà, ouais. bah, c'est normal. Et puis c'est une quête, et après tu te forges, tu expérimentes, on parlait d'expérimentation. Et après, ça vient, voilà, tu peux pas être tout le temps complètement aligné, même à nos âges aussi, hein. Mm. Bon, je dis nos âges, mais je suis plus vieux que vous. Mais, Est-ce qu'un manager, c'est un peu un chaman d'entreprise, en fait? bah, ça devrait. Ça devrait. Ça devrait, ouais. Un dirigeant ou un manager, pour moi, c'est un chaman. Déjà, un chaman, il va jamais parler avant les autres. Donc, c'est la première qualité, c'est l'écoute. Mm. Et ils vont parler en dernier. Et moi, je sais que dans les derniers temps où je pilotais ED Institut, les décisions, j'y prenais pas part quelque part, quoi. Voilà, mais j'avais mon énergie au service de la décision, mais je prenais pas forcément part d'un point de vue verbal ou voilà. Et je faisais confiance au collectif, quoi. Mm. Et c'est un peu le rôle du chaman, ouais. Je te trouve tellement moderne dans ta façon de. Enfin, j'ai l'impression que si un jeune ou les jeunes, entre guillemets, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais pouvaient réussir à synthétiser tout ce qu'ils ressentent comme ce qu'ils espèrent pour le monde du travail, Mmh. pour notre société même plus largement, presque ça correspond à ce que tu portes aujourd'hui en propos. Je trouve que c'est très très moderne de ce point de vue-là. Bah, les jeunes, ils nous bousculent dans le bon sens, voilà, parce qu'ils recherchent du sens, justement. Mm. Et c'est super, parce que notre génération à nous, on se posait pas cette question-là et c'était plus, voilà, bah, tu travailles et puis tu réfléchis pas trop. Et les jeunes, ils recherchent ce sens et moi je trouve ça extraordinaire parce qu'ils questionnent les organisations vraiment dans le bon sens du terme. Il y en a qui comprennent pas et à mon sens, ils ont tort. Et il y en a qui essayent de comprendre et de les écouter, quoi. Et pas de dire: «Ah bah non, c'est une génération», voilà, et pas rejeter, surtout pas, parce qu'ils nous apportent et ils nous font grandir, je pense, hein. Ouais. Trop bien. Ah ouais, non, non, moi je les trouve, vraiment géniaux, quoi. Géniaux. Avant que tu t'en ailles du plateau du Mont Johanna, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que pour toi, spiritualité slash chamanisme et entreprise,
C'est normal? Est-ce que c'est étonnant pour toi ou pas? Pour toi individuellement, hein, c'est pas forcément à la voix de tous les jeunes, mais moi ça m'intrigue. Alors, à l'origine, c'était pas lié du tout. Je voyais pas trop comment on pouvait, de manière naturelle et pas de manière trop artificielle, injecter des valeurs beaucoup plus spirituelles dans un monde tel que le monde de l'entreprise. Après, c'est aussi parce que j'avais une vision très capitalo-capitaliste d'une entreprise à l'origine. Bon, j'ai envie de te dire, après, l'entreprise, c'est le produit pur du capitalisme. Voilà, sans question de bien ou de mal, ça, on s'en fout. Mais ouais, j'avais du mal à voir comment ça pouvait être lié. Maintenant, avec cette émission, je commence à comprendre. Mais oui, je vois. Après, dans le sens où finalement, une spiritualité, c'est une manière d'être avant tout. Forcément, tu es qui tu es et ça se voit même dans ton lieu de travail. Et du coup, d'une certaine manière, voilà, ça peut transparaître par ce prisme-là de l'individu. Et quand je suis dans une entreprise, quand je travaille avec des gens, personnellement, je vois pas l'intérêt et même j'arrive pas à lui mettre l'étiquette juste collègue, tu es une fonction, tu vas faire le montage et c'est tout. Non, t'es un être humain avec qui je vais déjeuner à midi et ça va être chouette. Et j'arrive pas à mettre des barrières artificielles comme ça. Tant mieux. Et tant mieux, voilà, je ne voudrais pas fonctionner autrement par rapport à ça, ouais, c'est sûr. Mais tu rejoins le concept, l'altérité. On a ce besoin universel et c'est ça qui nous réunit et qui fait sens en groupe. Je prends l'exemple d'un chef d'entreprise. Je lui ai organisé pendant une quinzaine d'années, je lui offrais un séminaire annuel pour ses équipes. Lui, il était vision produit-marché et l'humain, ça ne l'intéressait pas. Donc, je lui offrais ça. Il savait que c'était important quand même pour l'équipe. Donc, on faisait des sorties en montgolfière, enfin, plein de choses. Oh, waouh! Une fois par an. Quand il a pris sa retraite, il a fait un discours. Et la seule chose qu'il relatait, c'était pas les grands marchés qu'il avait gagnés, etc. C'était tous les séminaires qu'on avait fait ensemble. Et moi, j'étais même gêné parce que j'étais là pendant son discours de départ en retraite. Et à chaque fois, il me disait « Ah, mais avec Philippe, on avait fait ça, on avait fait ça. » Et c'était parce qu'ils étaient humains ensemble. Et c'est ça qui nous relie. Donc, c'est l'altérité. Je prends un autre exemple. Le Maasai, quand il va prendre le bus avec son bâton de connexion, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il va se tourner vers la personne qui est assise. Alors, comment ça va? Ta famille, comment elle va, etc. Il va parler. Dans un train, ici, chez nous, en Europe ou en France, tu prends le train, il y a une expérience qui a été faite. Il y a un groupe qui peut discuter avec son voisin, qui doit discuter avec son voisin, et un autre groupe qui reste silencieux. On demande aux gens, est-ce que tu préfères rester silencieux ou discuter avec un inconnu? Les gens disent, restez silencieux. On forme ces deux groupes. Ils font l'expérience. Quand ils reviennent, le groupe de ceux qui ont parlé avec une personne inconnue sont beaucoup plus en joie que les autres qui sont restés silencieux. Donc c'est un besoin universel d'aller vers l'autre. Donc on a besoin de ça. Et si on veut être en joie, isoler, c'est très compliqué à un moment d'être un asset ou vraiment d'avoir beaucoup travaillé. Mais sinon, voilà, moi ce qui me rend en joie, c'est d'être avec vous aujourd'hui. Et ce qui me manque le plus, moi, depuis 2 ans que j'ai transmis l'entreprise, c'est cette dynamique d'équipe. Je l'ai moins aujourd'hui. Et ça, c'est un manque, même si je côtoie beaucoup de gens et tout. Mais de faire des projets ensemble, de penser des projets ensemble, c'est ça qui donne sens à ma vie, quoi. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. Pour ta présence Merci, et ton authenticité. Yes. À bientôt. À bientôt. Très vite. Et donc après cette authenticité de Johanna, on passe à l'authenticité de Cédric. Oh là, ouais, on va essayer d'être aussi authentique, je ne sais pas. Donc moi, effectivement, Philippe, comme je fais à chaque fois qu'on a des invités, je googleise les personnes, je vais un petit peu chercher les infos. Pour toi, j'ai notamment regardé un TEDx, le TEDx que tu évoquais, j'imagine, tout à l'heure. Et donc, j'ai regardé la façon dont tu racontes ton expérience, et notamment en 2007, je dis pas de bêtises, ce moment où tu dis à ton entreprise, les amis, moi, pendant un an, je vais partir. En plus, Internet, c'était pas comme aujourd'hui, donc vous ne verrez pas trop pendant un an. Et je vais faire le tour du monde à la rencontre donc de ces peuples. Et donc, j'emmène ma famille.
Et tu as à ce moment-là un enfant, tu l'as dit avant, de 7, un autre de 9 ans. Moi, j'ai un enfant de 6, un enfant de 9 aujourd'hui. Et du coup, au moment où j'entends ça, dans ce TEDx, j'accroche ma table, je me dis, oh là là, mais comment tu as pu faire pour ne pas avoir peur d'emmener tes enfants, 7 et 9 ans, faire le tour du monde dans des lieux qui sont des lieux dits non civilisés, hein. Là, je parle vraiment avec mon prisme d'occidental bien comme il faut. Mais moi, ça génère de la peur. Et à un moment donné, même, Mm. tu racontes que tu es, je sais pas, proche de l'Himalaya, ou je ne sais, enfin, Mm. et qu'il y en a un des deux qui est malade et qui doit marcher 6 heures Mm. par jour, Mm. etc. Mm. Moi, je me suis projeté, j'ai Mm. eu très très peur. Mm. Alors non, pas du tout. C'est-à-dire quand on a eu ce projet-là, donc on était plus de toute façon dans les problématiques administratives parce que c'est plus ça avant de partir qui te prend la tête. Et aucune peur, mais vraiment aucune peur. Alors on voyageait depuis toujours, au moins un grand voyage par an. Donc on prenait un mois où on partait avec les enfants à partir du moment où ils avaient 3 ans. Donc ils étaient déjà aussi très habitués à voyager. Et donc on est parti. C'était une année fantastique parce que en termes de relations familiales, là, il se passe quelque chose de vraiment grandiose, hein. Même si c'est pas toujours facile, hein. Vous êtes 24 heures sur 24 ensemble, parfois dans des petits lits à 4, etc. Donc il y a vraiment une promiscuité. Mais c'était l'expérience de vie pour tout le monde qui ne vous a jamais soudé. C'est des souvenirs impérissables. Le grand aujourd'hui qui a 26, bah là il part encore en Indonésie là d'ici quelques jours. Il revient du Brésil, il était en Colombie. Enfin bref, voilà. Mais Il a le virus, quoi. ouais, il a le virus aussi. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est plus les enfants qui vont. Alors eux, ils n'ont aucun filtre à cet âge-là. Donc c'est eux qui vont te provoquer les rencontres. Donc c'est fabuleux. En revanche, il faut parfois un peu les retenir quand ils sont en forêt amazonienne et qu'ils veulent grimper aux arbres comme font les petits-enfants. Il faut leur dire attention, etc. Donc c'est plus à toi qui va leur mettre des limites. Mais eux, c'est des éponges à cet âge-là. Donc, et puis ils découvrent tout, ils sont curieux, ils provoquent les rencontres. Donc, et nous, on n'a jamais eu peur, sauf effectivement la dernière étape qu'on faisait, c'était un trek au Mustang. Donc on montait quand même à un col, je ne sais plus, je crois qu'il avait 4003. Et la problématique, c'est quand on est arrivé au Népal, à Katmandou, on s'est relâché, dans le sens où on intégrait un groupe, bon, qui était un groupe de gens qu'on connaissait, mais de 8-9 personnes. Donc on partait à 10 faire ce trek. Et on s'est relâché au niveau de la viande à Katmandou, et, parce qu'on n'avait jamais mangé de viande pendant un an, hein. Quasiment, à part parfois quand on était invité à des fêtes et qu'on n'avait pas le choix. Et Yanis a mangé de la viande, c'était l'aîné. Et je pense qu'il y a eu un petit problème de viande avariée. Et on est parti. Donc on s'est retrouvé à Johnson, qui est un peu le camp de base de départ. Mais là déjà, quand tu es là-bas, c'est compliqué. Il y a déjà plus de dispensaires ni rien. Et on est parti. Et lui, il se vidait tous les jours. Et donc on était à peu près à mi-chemin. Et là, on s'est dit, mince, là, on commençait un peu à culpabiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on revient à Johnson? Le premier, tu reviens à Johnson, tu n'as rien au niveau médical. Et tu n'es pas sûr de reprendre un tout petit avion parce que les conditions, souvent, t'empêchent à cause du vent, etc. Donc, on a dit non, on va quand même aller à la capitale spirituelle qui s'appelle Lomantang, à la frontière du Tibet. Et là, on a rencontré un Amchi, c'est un médecin Amchi, voilà, c'est une médecine tibétaine qui est à base de plantes. Et il a donné à Yanis des petites boulettes de 24 plantes et d'urine de yak. Le lendemain, il était rétabli. Waouh. Et là, on a eu très peur. On a eu très peur, voilà. Mais c'est le seul moment sur une année, à la fin, où on a eu cette problématique-là de santé, mais sinon, jamais. Et c'est quoi la technique pour... c'est un grand mot, bien sûr, c'est caricatural ma question, mais quand même, pour chasser la peur... Moi, on n'a jamais eu de peur. Mais pour toi? Ouais, pour les gens ou pour Pour le commun des mortels. Non, mais je veux dire... Mais qu'est-ce qui pourrait t'arriver je sais pas, mais c'est... Là, tu as plus de risques ici de te faire renverser par une voiture ou d'avoir un attentat ou je sais pas. Après, quand tu es... enfin, nous, en tout cas, avec ces peuples-là en pleine forêt,
t'as pas de soucis d'araignées, de serpents ou quoi que ce soit, hein. Mais la santé, par exemple. Moi, j'aurais l'inquiétude pour mon fils de me dire s'il tombe malade, comment il se soigne. Bah après, ça dépend où tu vas. C'est sûr, quand nous on est en forêt, bon bah là, il faut pas trop y penser parce que ça peut être plus compliqué. Après, ils ont beaucoup de remèdes, tu sais, à part si tu te fais une fracture, mais tout est dans la nature, hein. Donc les remèdes, ils les trouvent dans la nature. Bon Donc, bol d'ayahuasca. Allez, hop. bon, c'est encore Petite autre chose, hein. dédicace à Stéphane Non, ça, c'est encore Schillinger autre chose. qui t'a invité sur le plateau, d'ailleurs. Merci Stéphane. Ouais. Non, mais c'est nos peurs, donc il faut les faire tomber. Tu as plus de chances ici que tes enfants aient un problème de santé que là-bas, quoi. Après, bien sûr, il y a des règles à suivre au niveau hygiène alimentaire, etc., l'eau, tout ça. Voilà, mais ça, c'est des règles du voyage au long cours, hein. Mm. Mais si tu respectes ça, il n'y a aucun souci, hein. Et tes enfants, ils vont être beaucoup plus robustes que toi. Le problème de santé, c'est plutôt toi qui peux l'avoir. Ah bah oui. Désolé de t'inquiéter. Ouais, non, mais c'est- Et après, ils marchent, ils ont marché mais comme des fous parce qu'ils sont dans le projet, ils sont dans le trip. Donc, il n'y a aucun souci, quoi. Et puis, même par fierté, tu vois. Donc, ils ont fait toutes les expériences qu'on a pu faire, quoi. Et, c'est beau. et sur l'éducation, vous n'étiez pas inquiet de se dire il y a une césure ou quelque chose? Alors, nous, on a justement, pour ne pas les pénaliser, on a fait le CNED, le CNED Oui, à c'est ça. distance, ouais, le École à la CNED. maison, hein. Donc, mais très compliqué à l'époque parce qu'ils n'avaient pas dématérialisé. Donc, on avait 25 kilos de bouquins. Ouah. Donc, c'était notre enclume. Après, nous, en bagage, on n'avait pas grand-chose parce que tu fais du linge, tu pars comme si tu partais pour une semaine, quoi. Donc, c'était plus les bouquins qu'on enlevait les pages une fois qu'on les avait faits et il fallait envoyer. Et on a tout envoyé fin avril avant de faire le trek. Et les enfants, ils étaient... Alors, ce qu'on faisait, ça, il fallait s'organiser. On faisait 20 jours de école de la vie, rencontres et tout ça. Et on se posait le restant. Quand je dis 10 jours, c'était même pas tout à fait 10 jours. Et là, on faisait école individuelle dans un endroit un peu sympa, du matin au soir. Et à 17h, on arrêtait et puis on profitait soit de la mer ou autre chose. Et là, ils ont beaucoup, Sympa, ça me donne beaucoup envie. plus progressé Oui, j'imagine. qu'en cours collectif. Ouais. Et donc, ils ont passé l'année haut la main, quoi. Et on les a fait revenir. On est revenu, on était parti tout de suite fin juin. Et on les a fait revenir, je crois que c'était vers la mi-juin ou le 20 juin, pour qu'ils participent. Il y avait du théâtre à la fin de l'année ou un spectacle pour qu'ils soient intégrés. Et les enfants, le cours avait suivi à l'époque. Et ils l'utilisaient pour la géographie, donc ils nous suivaient un peu en voyage aussi. Bon. Voilà. Donc il y avait quand même, on a gardé ce lien pour pas qu'ils soient. Mais à cet âge-là, il n'y a aucun souci, hein. Dernière question là-dessus, les enfants aujourd'hui, quand ils parlent de cette expérience, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est fabuleux. On en parle beaucoup en famille. Eux, quand ils sont rentrés, ils n'en parlaient pas trop à l'extérieur pour pas être trop différents des autres. Et on a des anecdotes à chaque fois qu'on raconte en famille aujourd'hui. Et ils ont le virus du voyage. Le cadet a aussi fait déjà des voyages humanitaires. Il était au Brésil aussi pendant 8 mois, etc. Donc ils ont ce besoin-là. Et Yanis, il m'a dit à un moment donné, il avait donc un CDI à une boîte qui voulait absolument le garder. Il m'a dit non, là j'ai trop besoin d'aller voyager. Voilà. Et donc c'est la confiance aussi. Et là, il est en train de monter un projet. Et il m'a dit, je vais aller en Indonésie, travailler 2-3 mois, comme il peut travailler à distance. Voilà. Des Trop bonnes bien. graines. Ouais. Des bonnes graines. c'est Inspirant. C'est ça. Je trouve que le voyage au long cours, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'à un moment donné, tes références culturelles, c'est le dernier pays que tu as fait, quoi. Donc c'est dans ce tour du monde, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est de perdre tes références, quoi, culturelles notamment. Et donc après, quand tu es en Asie, bah, tu vas plus te référer à un dernier pays que tu as fait et de voir les différences et tu perds un peu tes repères d'Européens. C'est ça qui est intéressant. Pas à mon sens, hein, mais bon. Ouais, merci pour ces questions Ouais. sur ce. Donc tu sur peux y ce aller. volet. Cédric, Ça, tranquille. Chérie, si tu vois ça, Bah oui, fais la valise. bah, il faut y aller. Mais oui, Enfin, en tout cas, si tu aimes les voyages. Et puis c'est une expérience unique. Bah c'est ça. C'est unique à vivre. Et puis pour la réponse à ta question sur la peur, je pense qu'on peut lancer la capsule de Bernard Maufra, Oui. fondateur de Smart Group, autour du lâcher-prise sur les résultats. Souvent, quand j'imagine le résultat que je veux, je ne me rends pas compte que je m'enferme dans l'idée que mon mental a de comment les choses devraient être pour que j'estime qu'elles soient réussies. Quand je lâche le résultat, ça veut dire j'accepte que le résultat peut être un fruit un peu différent
que ce que mon mental m'impose. Bonjour, je m'appelle Bernard Maufra, je suis consultant en communication, fondateur de Smart Group. Lâcher le résultat, voilà une notion vraiment intéressante parce que souvent paradoxale. À la fois, on comprend qu'il y a une nécessité de lâcher prise, et par ailleurs, on craint toujours d'être dans une forme de démission. Si on imagine deux chefs de guerre qui vont avoir comme objectif de capturer un château fort, on peut confier à l'un une stratégie de résultat, à l'autre une stratégie de moyens. Celui qui est dans la stratégie de résultat est sous pression d'obtenir la capitulation du château fort par tous les moyens, le plus vite possible. Pour celui qui va utiliser une stratégie de moyens, lui ne va pas chercher à faire des assauts et des assauts et des assauts. Il va créer les conditions qui vont favoriser la possibilité que ce qu'il veut conquérir tombe comme un fruit mûr. Un exemple connu, c'est l'histoire de Christophe Colomb, qui est censé découvrir la route des Indes par l'ouest et qui réunit pendant 4 ans des moyens. Est-ce qu'il arrive en Inde ? Le fait d'arriver quelque part, de voir des gens avec des plumes sur la tête et de les appeler des Indiens ne veut pas dire qu'il est arrivé en Inde. Non, non, il est arrivé à un endroit qui ne correspond pas du tout à son but. Mais on voit donc que ce qu'il a obtenu comme résultat n'est pas la conséquence de son intention, mais la conséquence des moyens qu'il a réunis. Donc celui qui a une stratégie de moyens va obtenir le fruit qui est la conséquence des moyens qu'il a mis en œuvre, qui ne s'obtient pas en conséquence d'une pression et d'un acharnement, mais en conséquence d'une vision globale. Et vous, à quel endroit vous faites déjà ça? Lâchez le résultat. Si vous savez le faire à un endroit, vous êtes en capacité de le faire où vous voulez. Merci à Bernard pour cette capsule et ce partage. Comment ça résonne pour toi? Ça résonne fort, très fort. C'est aussi un ingrédient essentiel. Je vais vous prendre juste un exemple. L'organisation, je vous disais, on avait des séminaires hébergés. Comment ça s'organisait? Et je vais vous donner la progression. Donc, au tout début de l'entreprise, c'est moi qui les organisais. Et c'était relativement descendant. Là, je vous parle dans ma phase un peu de manager paternaliste descendant. Et voilà, info descendante, donc très peu de participation, frustration des deux côtés. Chez moi, pour dire, ah, bah, ils sont pas très participatifs. Et eux, bah, ils nous fait chier, c'est descendant. Deuxième phase où on améliore et on dit, bah, c'est déjà un binôme qui va organiser le séminaire. Déjà en termes de lieu, et ça sera la surprise, en termes d'animation aussi, parce qu'on réservait un temps pour l'animation, mais on réservait toujours un temps pour les infos, où je venais très descendant aussi, j'apportais des infos financières, d'activités commerciales, etc. Déjà mieux, parce que plus de diversité forcément, puisqu'à chaque fois c'est un binôme différent. Et nos derniers séminaires, lâcher prise totale. Donc lâcher prise totale, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait toujours gardé ce binôme qui choisissait le lieu, une ou deux animations, et tout le reste, on allait, et c'était l'énergie du moment. De quoi on a envie de parler ou de qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, là, en prenant l'énergie du moment et l'énergie du groupe. Est-ce qu'il y a un irritant qui nous embête? On le mettait sur le tapis. Est-ce qu'on était pas mal la tête dans le guidon, on a envie de marcher, d'aller faire une rando en forêt? Et c'était vraiment le groupe qui décidait. Donc, moi, j'organisais rien du tout. Et donc, on lâchait prise totale. Et c'était les meilleurs en termes de production, en termes de créativité, en termes d'idées, parce qu'on avait réellement lâché prise, tous ensemble. Ça veut dire que si on lâche pas prise, on se coupe de notre intuition, individuelle et collective. Je ne peux pas faire appel à mon intuition si je ne lâche pas prise. C'est pas possible. Et l'intuition, on sait, voilà, il n'y a pas de données scientifiques, mais on sait que c'est très très important, notamment dans la prise de décision. Et est-ce que tu n'as pas peur je pense même pas forcément au cadre professionnel, mais bien sûr que c'est vrai dans le cadre professionnel aussi. Je pense aussi au cadre amical, etc. On se retrouve en groupe avec un programme un peu informel et qu'il y a les grandes gueules de service, les personnes qui s'imposent.
qui vont finalement kidnapper le groupe et l'emmener à un endroit où eux ont décidé de l'emmener. Mais voilà. Alors, chez nous, c'était pas possible. Là, je parle dans l'entreprise, parce qu'on avait tous été formés à la communication non violente et on avait tous été formés à la facilitation. Donc, on avait cette formation qui nous permettait d'éviter ce que tu dis là. Voilà. Après, d'un point de vue privé, si ça arrive, moi, c'est des gens que je côtoierai plus, ces grandes gueules. Mm. Voilà. Donc, je m'entourerai plutôt des gens un peu plus bienveillants, plus à l'écoute, d'un point de vue privé. Ouais. Donc, je ferai une sélection. Ok. Tu parlais en lien avec lâcher prise de la pression tout à l'heure. En tant que dirigeant, des fois, enfin, on a quand même des enjeux de pouvoir pas permettre à nos salariés, à celles et ceux qui travaillent pour nos projets, de pouvoir être payés à la fin du mois. Comment on cultive ça, peut-être en lien aussi avec des sagesses des peuples premiers, se lâcher prise alors qu'il y a des enjeux concrets où les familles en fait disent mais même moi j'ai besoin de manger quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience que plus tu mets la pression et plus on va faire n'importe quoi. Le problème, c'est que culturellement, en école de commerce, on te dit le meilleur moyen de ne pas atteindre ses objectifs, c'est de ne pas s'en fixer. Et moi, on a essayé de cultiver le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, c'est l'inverse, c'est de ne pas s'en fixer, quoi, finalement. On a une vision, on sait vers où on veut aller. On a des balises, c'est nos valeurs. On va tout tendre pour aller vers ça et pour nourrir le projet collectivement. Si je mets la pression, je vais désengager les gens. Parce que la pression, à un moment donné, les gens... Donc, il faut que les gens se sentent bien pour s'engager au maximum. Si les gens s'engagent au maximum, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et le résultat suivra. Donc, le résultat est une conséquence. Donc, il ne faut pas trop s'accrocher là-dessus parce qu'à un moment donné, tu vas démotiver les équipes. Donc, c'est mécanique, quoi. Mais il faut en avoir conscience. Mais on les place quand même en termes de chiffre d'affaires, par exemple, X. Ah, tu peux avoir un objectif, bien sûr, parce que tu sais, mais tu ne vas pas le ramener toutes les semaines sur des revues commerciales où tu dis, alors, vous en êtes, objectif produit, combien d'entreprises ont des objectifs produits où ils vont même plus écouter le client parce qu'il faut qu'ils vendent X produits. C'est pas faux. Ouais. Hein. Regarde un peu les banques, bon, sans vouloir les Oh non, tu peux y aller. nommer. On est sur un bracadabra, vas-y. Voilà, mais c'est vrai. Et donc là, tu mets les équipes. Et après, pourquoi on a autant de burn-out ? C'est parce qu'à un moment donné, la soupape, ça saute. Hein. C'est sûr, hein, on n'est pas des machines, hein, on est des êtres humains. Donc ça sert à rien en plus, vraiment, ça sert à rien. Moi, je le fais aussi à un moment, hein, mais ça sert à rien. C'est stérile, quoi. Mais donc, je veux creuser là-dessus, mais donc dans ton tableau de pilotage d'un projet, ou peut-être aujourd'hui Eden Insight, tu as quand même les marqueurs de dire tant chaque trimestre pour qu'on puisse au moins être à l'équilibre, etc. Et tu regardes... On connaît notre poiement, on sait qu'il faut au moins atteindre ça, au moins atteindre l'équilibre. Là, justement, pour Eden Insight, le marché est compliqué aujourd'hui. Mais moi, au contraire, il faut être positif, il faut un regard positif. Sinon, les équipes, si tu leur mets la pression, tu les démotives à fond. Donc, au contraire, dans les situations difficiles, et c'est ça qui est peut-être pas facile, c'est que dans les situations difficiles, il faut encore moins mettre la pression et plus lâcher prise. C'est comme quand tout va trop vite, il faut ralentir. Sinon, c'est le petit hamster qui tourne dans sa roue. Et c'est ça qui est difficile, c'est paradoxal. Quand ça va trop vite, il faut ralentir. Et quand il y a trop de pression, il faut enlever la pression. Ok. Peut-être dernier sujet en lien avec le lâcher-prise. Aujourd'hui, tu es dans une phase de levée de fonds pour l'événement de septembre, le forum. Plus on s'approche d'une date et d'une échéance, plus généralement la pression, elle est là. On peut pas. Enfin, alors on peut essayer d'ouvrir la cocotte minute, mais comment on fait très concrètement en fait? La pression, tu as raison de le souligner parce que cette année, pour le forum, on a un budget, après, voilà, c'est transparent, on a un budget de 100 000 € pour assurer à peu près 50 000 € de charges, tout ce qui est transport, hébergement, etc. Salle, location de salle, bref. Et on finance à hauteur de 50 000 € des projets de sauvegarde, des traditions, des savoirs ancestraux et des territoires de ces peuples qui viennent. On reçoit 5 peuples racines, à peu près 2 à 3 représentants par peuple.
Et cette année, le mécénat privé, puisqu'on est nous à 98% en mécénat privé. Enfin, non, j'exagère. Je veux dire, on n'a quasiment pas de subvention publique. En revanche, on a la billetterie aussi. Mais c'est vrai que cette année, le mécénat privé est très compliqué. Parce que les entreprises nous disent, écoutez, là, le contexte est compliqué, c'est l'incertitude, j'ai pas de visibilité. Donc, vous comprenez que cette année, je peux pas vous donner ou très peu. Donc on a un vrai souci, effectivement. Et moi, je m'engage pour ces peuples racines à quand même ce qu'ils repartent et qu'ils puissent financer. Mais ça ne sert à rien de s'exciter. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Donc cette année, on a monté un club des mécènes en plus sur l'idée de l'entreprise régénérative et de la RSE. Donc on apporte aussi du contenu. C'est pas que du mécénat financier, on apporte du contenu. Et en contrepartie, on a des gens qui trouvent du sens à nous financer. Donc on a déjà fait une première matinée au Club de la Presse là au mois de février et on en fait une deuxième le 15 avril au Club de la Presse. Ouvert à tous, 8h30, 10h30 pour ceux qui ont envie de soutenir financièrement le Forum des peuples racines et donner du sens aussi à leurs équipes. Parce que si on fait une rencontre dans votre entreprise, tous les mécènes qui ont rencontré des représentants d'un peuple racine s'en souviennent encore aujourd'hui. Et c'est mémorable vraiment pour les équipes. Et ces peuples-là, quand ils viennent chez nous, eux, ils sont à lâcher prise, mais du matin au soir. On est obligé parfois de leur dire, écoutez, là, on a une rencontre qui a lieu à 10h. La notion du temps, ils n'ont pas... Voilà, et puis, tout est spontané, quoi. Et donc, ils sont plus joyeux. Ok. Ils sont plus joyeux, parce qu'ils sont plus spontanés. Il y a pas de peur. Voilà, donc on est plus serein, quoi. Donc ce que j'entends, c'est utiliser une forme de pression en disant tiens, qu'est-ce qu'on peut créer de bon, de juste en lien avec le projet, la vision là, du forum. Donc un club des mécènes qui a émergé de C'est ça, cette tout à fait. Et donc je vous parlais, ils n'ont pas de relation autant comme nous, etc. Donc nous, organisateurs, on a aussi intérêt à prendre leur énergie et un peu de lâcher prise aussi. Et de dire de toute façon ça va bien se passer. Et eux, de toute façon, ils vont faire des rituels et des prières pour que ça se passe bien. Et je me souviens, juste une anecdote pour finir, on était au Ciarus pour les ateliers du dimanche. Donc on a 4 créneaux horaires, 6 ateliers par créneau, on avait à peu près 24 ateliers en tout. Et il y avait eu un bug informatique dans la nuit et on n'arrivait plus à savoir que telle ou telle personne s'était inscrite à tel ou tel atelier. Donc on avait 300 personnes qui étaient venues. Et on ne savait plus cette personne à quel atelier l'affecter. Ils ont tous prié et ça s'est passé dans la bienveillance. On a juste perdu un participant qui a râlé, qui a dit « Ouais, c'est quoi cette organisation ?» sur les 300. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de... Je m'associe aux prières pour le forum de cette année, du coup. Merci. Mais accueillir la Léa comme ça, je trouve ça très très beau. J'ai le souvenir d'un mariage. J'ai fait tout plein de mariages, pas une période donnée. Un mariage dans le sud de la France, en extérieur. Il faisait beau depuis 2 mois à Nîmes. Et là, donc 200 personnes, un grand U, 200 personnes. Et là, l'orage. Ouais. L'orage de l'enfer. Hein, et là, l'animateur de soirée qui dit 2 personnes par table, vous découpez la nappe. Et puis, il y a eu un défilé de tables. Et puis, on était dans la grange, on était dans... Enfin bref, un ramdam pas possible. Ça a fini avec on était trempés en une bataille de pain mouillé. Enfin, c'était... Et en fait, ce mariage, je crois que c'est l'un des meilleurs mariages que j'ai vécu parmi les 20, 30, 40 mariages que j'ai vécu, parce que c'était fou, quoi, ce qui s'est passé. Et en fait, accueillir le truc et réussir à le sublimer, je trouve ça super, quoi. Et la météo, c'est un élément extérieur. Alors, je rebondis juste sur ton anecdote parce que nous, on s'est mariés juste avant de partir autour du monde, donc en 2008. Et donc, on se mariait dans un petit village. Donc, nous, on habitait avec Bolsheim, donc c'était la mairie. On part, super temps. On est à Ensheim, le déluge, des grelons. On a dû s'arrêter pendant au moins 20 minutes. Fouzia, mon épouse, était en pleurs. On avait tout prévu pour dehors. Bien sûr. On est arrivé, c'était à non, pas Dorlisheim. Je ne sais même plus maintenant. Bon, bref. Dans un petit village alsacien. On est arrivé et d'un coup, super embelli. Donc, on a pu le faire dehors. On a fait une cérémonie aussi qui n'était pas religieuse, mais on l'a faite dehors.
Et on a pu faire l'apéro dehors et tout ça. Et donc finalement, extraordinaire. La confiance. Bah oui, il faut Ouais, ou garder. lâcher prise un peu. quoi. Lâcher Ouais. prise, Mm. confiance et regard positif sur la vie, sur tout ce qui se passe. Et comme diraient les Maasai, c'est un vrai cadeau de la vie. Donc, ce qui vous irrite, non. On l'accueille de la même façon que quelque chose de positif. Tout nous fait grandir dans la vie. On pourrait presque cut et finir là-dessus. On va faire traditionnellement le petit tour de un peu un point ou un autre que je retiens de ce plateau. On aime bien l'ouvrir. Tu parlais du temps de centrage, on aime bien fermer les espaces aussi. Ça a son importance. Et donc, traditionnellement aussi, je demande à mon acolyte Cédric de démarrer un peu. Est-ce qu'il y a un élément clé ce matin que tu as envie de retenir? Moi, j'ai adoré nos échanges. J'ai trouvé ton propos très très moderne, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que nous tous y contribuent, nous tous pros et le projet Abracadabra et le lien qu'on a à toutes ces émissions. Moi, je crois personnellement sur ce chemin-là, d'essayer de remettre l'église au milieu du village, de réussir à créer du sens, de quitter des postures de réussite, de projet, d'objectifs, de paternalisme, et de rentrer dans la joie, le sens. Ça résonne très très fort avec des choses que je cherche et où je suis vraiment nourri sur ce plateau. Donc j'espère que ceux qui regardent l'émission sont nourris au même titre. Et du coup, moi, c'est plutôt un grand merci déjà à Cédric, plus général pour toutes les émissions, puis un grand merci Philippe là, pour tout ce que tu as apporté, parce que même si moi j'ai moins la fibre du voyage et tout ça, mais par rapport à tout ce que tu en retires comme conclusion, je m'y inscris et j'espère pouvoir me l'approprier un peu plus toujours, quoi. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci pour ton accueil Ouais. sur ce C'est plateau. avec plaisir. Tu t'es pas engagé du coup à faire ce voyage avec femme et enfant, hein? J'ai pas Non, entendu. mais je vais en discuter, mais je préfère pas m'engager. Pas encore. Après, le voyage est multiforme. Hein. C'est vrai, intérieur, extérieur. Voilà, Merci à c'est ça. toi en tout cas. Ouais, tout à fait. Ouais. Philippe, un petit mot sur la fin, de cette expérience. Le mot, c'est déjà merci à vous de partager effectivement, comme tu dis, un peu ce regard peut-être un peu différent de ce qu'on vit au quotidien, mais qui pourrait devenir notre quotidien. Hein. C'est pas des choses qui sont non plus extraordinaires. C'est parfois un peu de bon sens, donc de revenir à l'essentiel. Et merci au peuple Racine pour nous porter ce message de revenons à l'essentiel, reconnectons-nous à la nature. Merci à eux et puis merci à vous. Moi, j'ai bien aimé aussi votre lâcher-prise et votre bienveillance. Et je dirais que pour engager des équipes, quelles qu'elles soient, les deux ingrédients que je retiendrai, c'est le lâcher-prise de Bernard, merci Bernard, et la joie. Si on a ces deux ingrédients, joie et lâcher-prise, je pense qu'on peut aller très loin. Merci. Si on veut te contacter sur un projet ou un autre, on passe par quelle plateforme? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn, par mail ou... Ouais, LinkedIn ou mail, oui, tout à fait. Ouais. Ok, tout à on fait, mettra avec tout ça plaisir dans la- pour tout projet humain qui a du sens. On mettra tout ça dans la bio et notamment les informations pour le forum de cette année Oui, et avec le grand plaisir. 15 avril Avec également. grand plaisir. Moi, je repars avec beaucoup de gratitude, c'est sûr. Déjà à toi, à Stéphane Schillinger qui t'a invité, à l'équipe d'Izimara, Johanna qui était là, Yorim derrière, Cédric évidemment, tous les partenaires, parce qu'au final, c'est tout un écosystème ce projet. Et à chaque fois que je reviens ici, je me dis, waouh, en fait, c'est vraiment riche et c'est ça qui, moi, m'anime. Je repars avec la phrase du. Le manager chaman ou chaman manager là, qui a dit je vais creuser cette idée. Le chiffre clé, c'est certainement quand tu disais l'informel les temps informels amènent 80% des décisions. Ça m'a marqué. Donc je vais repartir avec ça. Et peut-être aussi le cœur, au final, le cœur battant de ces peuples, c'est la nature, la reconnexion à la nature. La nature au centre, et c'est vrai que je m'évertue à le mettre au moins une journée par semaine, mais peut-être essayer de le faire 2 fois. Deux fois. Voilà, bien, tu voilà un doubles. engagement, je vais doubler.
Merci en tout cas à vous toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez évidemment partager ces contenus sur les réseaux, nous mettre un commentaire qu'on suivra avec grand plaisir. Et on vous souhaite une belle infusion et diffusion de ces contenus. Merci à vous et à Bye très vite. bye. Merci.